Bonjour à tous. Tout d'abord, merci d'être venus aussi nombreux à cette soirée. Je vais juste rappeler rapidement qui sont les organisateurs de cette soirée et juste faire donc l'occasion de nous présenter, nous, ISF Montpellier, le Cari avec Patrice Burger, puis ensuite Marc Dufimier qui en lui-même. Et juste rappeler comment va se dérouler la soirée. Et voilà. Donc les deux organisateurs de cette soirée sont donc le Cari. Donc je vais laisser juste après le soin à Patrice de se présenter. Et ISF Montpellier. Donc pendant que j'ai le micro, je vais en profiter pour dire deux mots sur ISF Montpellier. Donc ISF Montpellier, Ingénieurs sans frontières. Je vais faire court. On a plusieurs activités, mais une de nos activités, c'est de faire comme ça de la sensibilisation, des conférences sur des sujets, donc nous qui tournent autour de l'agronomie, mais dans un cadre plus général avec ISF France, autour de toutes les thématiques de l'ingénieur. Donc je vais laisser Patrice se présenter et je reprendrai le micro après pour juste vous redire deux, trois choses sur le déroulement de la soirée. Merci, bonsoir. Moi aussi, oui, formidable, vous êtes venus nombreux. On est très heureux, nous, en tant que CARI, donc Centre d'action et de réalisation internationale, d'avoir à cette occasion signé un partenariat avec ISF. Ça fait longtemps qu'on était en amour ou fiancés, comme on dit au Québec. Et on en a profité pour signer une petite convention de partenariat pour organiser à intervalles réguliers peut-être des rencontres de ce genre. Donc le CARI, c'est une ONG basée ici en Languedoc-Roussillon, à Viol-le-Fort. Petite ONG, on est 5 salariés et on s'occupe, un certain nombre de volontaires aussi dans différents pays. Et puis un conseil d'administration bénévole, dont Marc Dufumier, justement, est un des membres, qui a accepté d'être membre. Et je vois d'autres, comme Antoine Cornet, ici, assis, et il y a aussi des bénévoles ici. Merci pour eux d'être venus. Le CARI s'occupe donc essentiellement de lutte contre la dégradation des terres dans les zones arides, dans le cadre de la Convention des Nations Unies de lutte contre la désertification. Mais le CARI aussi a été un des pionniers, je dirais, de la cause de l'agroécologie depuis maintenant plus de 20 ans, plus de 25 ans même, et a mené pas mal de formations, notamment la première formation en agroécologie tropicale qui s'est tenue en Europe dans les années 92 au CIEPAD à Viol-le-Fort. Curieusement, ça ne se faisait pas du tout à Agropolis. Et donc, on est très heureux d'accueillir avec vous ce soir Marc Dufumier. Je voudrais simplement dire donc le CARI a deux volets, un volet agir sur le terrain, appuyer en agroécologie, un autre volet qui est de mobiliser l'opinion publique. Et donc c'est un petit peu dans ce cadre, dans ce volet mobilisé qu'on se voit ce soir. Alors sur la question des idées reçues qui nous préoccupent aujourd'hui, et Marc vient de sortir un livre sur les idées reçues justement sur les questions agricoles. Moi, j'aime beaucoup cette idée d'idées reçues parce qu'on s'aperçoit que dans un monde, la plupart du temps, on nous dit on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Et en fait, ce qui nous bloque, c'est tout simplement qu'on a des fausses représentations sur les choses. Alors, il y a quelques années, ici à Montpellier, dans le cadre de l'éducation au développement avec l'enseignement agricole, justement, il y avait un dénommé Charles Marcos, qui est dit Keito, qui, dans le cadre de l'AFIBALA, avait lancé le BVIR, le Bureau de vérification des idées reçues. Et moi, ça m'a beaucoup servi d'avoir toujours en tête ce Bureau de vérification des idées reçues, parce que, effectivement, beaucoup de notre manque d'innovation est lié à ça. Et simplement, ce soir, je crois qu'on a quelqu'un qui va nous aider à en dissiper quelques-unes. Et quand je lis dans le livre de Marc l'idée reçue numéro 14, c'est manger du poisson est bon pour la santé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et il répond, c'est vrai et c'est faux. Cela dépend de l'origine du poisson. Et c'est vrai que c'est banal de dire ça, c'est complètement banal, mais souvent on ne se livre pas à cet exercice de vérification de certaines des idées reçues. Bonne soirée. Merci. Donc je vais rebondir sur ce qu'a dit Patrice. On vous a fait passer des papiers à votre entrée dans la salle. Si vous les avez remplis, sinon remplissez-les, il vous reste 20 secondes. Vous allez passer les papiers au niveau des deux rangées et les gens d'ISF vont venir les récupérer. Donc je vais laisser Marc Dufumier se présenter
et faire sa présentation. Et donc après, on piochera dans les idées reçues que vous avez écrites et Marc Dufumier essaiera de rebondir pour partir de votre perception de l'agroécologie et de l'agriculture familiale pour essayer d'apporter des réponses, que ce soit un peu plus interactif. Donc suite à ces réponses, on pourra avoir un échange libre pendant le temps qu'il nous faudra. Voilà. Je précise juste pour ceux qui ont des amis ou des connaissances qui n'ont pas pu venir ce soir que la conférence est enregistrée, donc juste vocalement, et on vous inscrira pendant la conférence le site d'ISF Montpellier que vous pourrez donner à vos amis et à vos connaissances et sur lequel ils pourront venir écouter cette conférence. Donc je vais me taire et je vais laisser la parole à Marc Dufumier. Merci. Bien, bonsoir. Donc merci à Montpellier Supagro, ISF et le CARI de m'avoir invité. Donc le thème, on parlera des poissons hein, si vous souhaitez, mais le thème c'est quand même plutôt l'agriculture familiale et l'agroécologie. Alors vous savez que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a décidé de faire de 2014 l'année de l'agriculture familiale. Et vous êtes aussi sans doute pas sans savoir que notre ministre de l'Agriculture, M. Stéphane Le Foll, a décidé de faire de la France un des leaders en agroécologie. Donc voilà deux mots, deux idées qui semblent vouloir percer. Alors, je crois qu'il ne faut pas confondre, on va dire, les objectifs et les moyens. Je ne pense pas que défendre l'agriculture familiale soit un objectif en soi. Je ne pense pas que l'agroécologie soit un objectif en soi. Je pense que dans les deux cas, ce sont des moyens, des formes d'organisation sociale pour l'agriculture familiale, des formes d'organisation technique peut-être sur le plan de l'agroécologie. Mais les objectifs et les enjeux auxquels il faut répondre, alors j'y vais un peu rapide, c'est d'abord nourrir correctement une population croissante. On est 7 milliards d'habitants, 7 milliards 200 millions aujourd'hui, on sera 9 milliards et demi en 2050. Sera-t-on capable de nourrir cette population croissante? La nourrir correctement. Nourrir correctement dans les pays du Sud, c'est pour beaucoup de gens avoir accès enfin à un peu de lait, quelques œufs, un peu de viande, hein, quelques protéines animales. Il y a sûrement des végétariens ici dans la salle, mais sachez que pour un très grand nombre de populations pauvres du monde, avoir enfin accès à des protéines animales, c'est avoir enfin, je ne dis pas rentrer dans les classes moyennes, mais ça reste des couches modestes, mais très nombreuses, pour qui c'est une aspiration que d'avoir une alimentation équilibrée avec des protéines animales. On peut manger équilibré végétarien, mais même si c'est un peu difficile. La qualité aussi des aliments correctement en France, c'est si on pouvait éviter les hormones dans le lait, l'antibiotique dans la viande, les pesticides sur les fruits et légumes, le cheval dans le bœuf, enfin, autant de choses qui quand même créent un peu de désordre. Et c'est vrai qu'il y a de fait certaines inquiétudes, certaines non fondées, mais d'autres parfaitement fondées sur la qualité sanitaire de nos aliments et ce qui pourrait en résulter sur notre espérance de vie et plus encore sur l'espérance de vie en bonne santé. Hein. Donc nourrir correctement une population croissante, avec toutes ces exigences, nourrir durablement. Donc derrière durablement, il y aura évidemment les exigences environnementales. Et c'est vrai qu'en France, les algues vertes sur le littoral breton, ça fait quand même un petit peu désordre. Les pollutions des nappes phréatiques par les nitrates et les pesticides, ça fait quand même un petit peu désordre. Enfin, je veux dire, il y a l'effondrement des abeilles. Alors là, c'est peut-être encore beaucoup plus inquiétant. Et donc, dans le durablement, il y a aussi les générations futures. On parlait de fertilité des sols, de maintenir la fertilité des sols, par exemple, maintenir le taux d'humus et autres. Maintenant, il faut même maintenir le nombre des abeilles, le nombre des bourdons. On craint pour la fécondation des pommiers, des poiriers, du tournesol et du colza. Enfin bref, il y a quand même un certain nombre de craintes pour l'avenir, de la non-durabilité de notre agriculture, à la fois sur le plan cadre de vie et sur le plan qu'est-ce qu'il va en arriver des générations suivantes, quoi. Donc ça fait partie, je pense, des principaux enjeux, sachant que l'agriculture, on lui demande aussi de fournir des matières premières pour l'industrie, hein, le textile, le lin, on parlait là tout à l'heure, les fibres de lin pour le textile, mais pourquoi pas le coton, le chanvre et autres. Le chanvre, je parle bien du chanvre textile, bien sûr. Le bois pour la construction, les molécules médicinales pour la pharmacopée. L'une des questions qui va se poser, c'est qu'il y a une demande
croissante aussi de produits agricoles qui peuvent être des produits alimentaires pour alimenter des usines d'éthanol, pour alimenter des usines d'agro-diesel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter, et des gens solvables d'ailleurs, prêts à acheter de l'alimentation, non pas pour donner à manger à des hommes et des femmes, mais pour donner à boire à des voitures ou des avions. Donc ça fait une demande croissante dans ces produits-là. Dans les enjeux, je rappellerai quand même aussi l'emploi. Que des agriculteurs puissent avoir des revenus décents et vivre de leur travail sans être contraints à un exode rural souvent prématuré. Alors la question, évidemment, on la voit bien en France, où il y a 10% de chômeurs. Est-ce que c'est vraiment raisonnable de faire en sorte qu'il y ait moins d'agriculteurs en France et que les filles d'exploitants agricoles ne reprennent pas l'exploitation des parents? Parce que même si le fils ou la fille d'un exploitant trouve un travail en ville, elle prend un travail de quelqu'un qui n'en prendra pas. Donc il y a quand même la question de l'emploi. Et donc il faut veiller à ce que l'agriculture puisse créer des emplois et des emplois avec des revenus décents. Et alors évidemment, c'est encore bien plus grave dans un certain nombre de pays du tiers-monde, où alors là, l'exode rural est massif, c'est un afflux de gens dans les bidonvilles. Et là, il est clair que l'industrialisation des quelques pays, même en voie d'industrialisation aujourd'hui, ne parvient pas à résoudre l'ensemble de cet exode rural massif. Les gens s'entassent dans les bidonvilles, et c'est après l'insécurité, tout ce que vous voulez. En tout cas, il y a effectivement aussi des enjeux donc écologiques, des enjeux économiques et des enjeux sociaux. Et la question devient, du coup, sur agriculture familiale et agroécologie, est-ce que l'agriculture familiale est la plus à même de répondre à ces enjeux? Et est-ce que l'agroécologie ou l'agriculture qui s'inspire de l'agroécologie, est-ce que c'est la plus à même aussi de répondre à ces enjeux? Voilà, je vais répondre à ça. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'agriculture familiale? Petite définition. Tous les experts ne s'entendent pas forcément là-dessus, mais en règle générale, ce qu'on appelle l'agriculture familiale, c'est une agriculture dans laquelle les gens, les agriculteurs et leurs familles travaillent eux-mêmes dans l'agriculture pour leur propre compte. C'est-à-dire que ça ne veut pas nécessairement dire que les terrains sont la propriété de la famille. Parfois, ils sont contraints de le louer. Ça ne veut pas nécessairement dire non plus que le capital est toujours possession de la famille, parce que parfois, dans l'agriculture familiale, on est contraint de s'endetter, et tant qu'on n'a pas remboursé les emprunts, le capital n'appartient que partiellement à la famille en question. Mais l'agriculture familiale, c'est des agriculteurs qui mobilisent une main-d'œuvre familiale avec comme idée d'améliorer, alors améliorer c'est un jugement de valeur, mais peut-être d'accroître leur bien-être, et ça passe quand même souvent par accroître le revenu, et il s'agit bien du revenu du travail, il s'agit bien du revenu du travail familial, et quand ces agriculteurs comparent les revenus de leur travail familial, ils sont évidemment incités à le comparer avec qu'est-ce qu'ils gagneraient en allant travailler, c'est-à-dire investir cette force de travail familiale ailleurs. C'est-à-dire, on compare le revenu agricole de la famille avec le revenu éventuellement d'un autre emploi éventuel. Alors évidemment, la question, elle est diverse, parce que dans certains pays où il n'y a pas d'autre emploi, où il y a beaucoup de chômage, le coût d'opportunité des économistes de la force de travail, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on perd à travailler dans l'exploitation agricole des parents, chez certains, on ne perd rien parce qu'il n'y a pas de travail à l'extérieur. Et puis dans d'autres lieux, si, selon le niveau d'éducation, selon le niveau d'investissement des parents, les enfants préfèrent aller vendre leur force de travail, travailler comme salariés et autres, parce qu'ils seront mieux rémunérés que dans l'exploitation qu'ils héritent des parents, parce que les parents n'ont peut-être pas assez investi. En tout cas, le choix des investissements, le choix des productions, les choix qui se font au sein de la famille sont dictés en fonction de l'espoir de revenus et de bien-être obtenus en travaillant dans la ferme, dans l'unité de production familiale, en comparaison avec d'autres opportunités de travail. Et en cela, je distingue très clairement cette agriculture familiale d'une agriculture que je vais situer complètement à l'opposé, que je vais qualifier une agriculture capitaliste, où des gens, alors l'archétype, ce serait le grand latifundiaire brésilien, qui habite Rio de Janeiro, qui habite Bahia, qui habite Salvador de Bahia ou autre, qui dispose évidemment d'une très grande exploitation agricole sur plusieurs milliers d'hectares, n'investit rien de son travail, c'est-à-dire que lui-même va visiter de temps en temps la ferme pour notamment le barbecue du dimanche, mais je vais dire lui-même est peut-être médecin, notaire, avocat
en ville, ce qu'il investit, même le gérant, celui qui décide des investissements, celui qui décide du choix des productions, c'est un gérant lui-même salarié. C'est-à-dire que, en fait, cette personne dans l'agriculture n'est qu'un investisseur, il place des capitaux, et des gens qui placent des capitaux dans l'agriculture ont un raisonnement évidemment totalement à l'opposé, en tout cas totalement différent de celui de l'agriculture familiale, c'est quel est le meilleur rendement, quel est le meilleur retour sur investissement de mes capitaux, quel est le taux de profit que je peux réaliser dans l'agriculture en comparaison avec le taux de profit que je pourrais réaliser en plaçant mes capitaux, les capitaux dans le commerce, dans l'industrie, dans les casinos ou dans d'autres secteurs d'activité. Et évidemment, ce que je voudrais essayer de vous dire, c'est que ça n'aboutit pas évidemment du tout au même système de production et ça ne répond pas du tout de la même façon aux enjeux dont je parlais tout à l'heure. Alors l'agriculture familiale, pour être très clair, si le souci de celui qui pilote un peu cette agriculture et qui fait le choix des investissements, qui fait le choix des productions avec l'idée de mieux vivre du travail familial, il était de vous dire, c'est en règle générale d'éviter les temps morts, parce que c'est quand même un peu idiot d'avoir une force de travail qui ne peut pas trouver à s'employer ailleurs et qui, dans l'agriculture, ne trouverait pas à s'employer parce qu'à cette saison-là, ou pendant un moment donné, il n'y aurait rien à faire, non pas qu'on s'interdise les vacances, mais bon, il y a un sous-emploi de la force de travail, et de s'interdire les pointes de travail, c'est-à-dire un moment où la seule force de travail, la seule main-d'œuvre familiale ne suffirait pas et on est obligé d'employer d'ardard et extremis des salariés, des temporaires et autres. Donc l'idée quand même qui pilote le choix des systèmes de production avec l'agriculture familiale dans un très grand nombre de pays du monde, c'est quand même d'échelonner les temps de travaux, d'assurer le plein emploi de la force de travail familiale sans grande pointe de travail, sans temps mort. Et ça va souvent de pair, même si en France on voit que ça disparaît, mais ça va souvent de pair avec évidemment l'échelonnement des temps de travaux, donc l'échelonnement des dates de semis, l'échelonnement des dates de récolte, l'échelonnement de tout ça, ça veut dire des systèmes de production hautement diversifiés, diversification des rotations, diversification des assolements, ne pas, et on verra éventuellement plus tard, assurer le revenu de la famille, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, pour reprendre un vieux dicton paysan. Et ça va de pair avec des systèmes de production qui, justement, précisément, semblent répondre un peu à ce qu'on appelle l'agroécologie. Alors, l'agroécologie, pareil, si vous me demandez une définition avant de débattre, d'abord, agroécologie, donc logique, ce serait une discipline scientifique, comme l'écologie. Ce serait l'écologie qui porterait son attention sur les agroécosystèmes, c'est-à-dire sur les écosystèmes aménagés par les agriculteurs. Donc l'objet de travail des agriculteurs, l'agroécologie, c'est la discipline qui reconnaît que l'objet de travail des agriculteurs, c'est pas le sol, c'est pas le troupeau, c'est pas les plantes prises séparément, mais un agroécosystème tel que ça vous est enseigné dans les écoles, dans toutes les bonnes écoles d'agronomie, dont celle-ci bien sûr. À savoir, l'objet de travail, c'est le cycle du carbone, c'est le cycle de l'azote, c'est le cycle de l'eau, c'est peut-être des mélanges carbone-azote, c'est peut-être s'intéresser à l'humus, c'est aussi peut-être regarder les abeilles et la fécondation des arbres, c'est peut-être aussi regarder les coccinelles capables de neutraliser des pucerons, des scarabées capables de neutraliser des limaces. Enfin bref, ça devient effectivement l'agroécosystème un objet extrêmement complexe. Et je dirais que l'agroécologie en tant que discipline scientifique, alors je vous dis tout de suite, j'ai des collègues à l'AgroParisTech qui... Oui, je ne me suis pas présenté, mais enfin bon, je suis professeur émérite à l'AgroParisTech, donc... Ils n'aiment pas beaucoup cette expression, mais je la répète volontiers, surtout si ça leur déplaît, c'est de dire que l'agroécologie, c'est ce que l'agronomie n'aurait jamais dû cesser d'être. C'est-à-dire que je suis un peu sévère sur une agronomie qui est devenue beaucoup trop normative, nomie, un peu comme les économistes. Il y a deux disciplines quand même scientifiques où parfois, plutôt que de vouloir rendre intelligible la complexité du réel, la complexité des agroécosystèmes quand on parle d'agronomie, ou l'économie, la complexité de nos activités productives et autres, eh bien, les agronomes, comme les économistes, parfois, ils veulent tout de suite dire l'optimum. Mais alors, l'agronome, il dit, j'ai la variété améliorée. L'agronome, évidemment, il peut dire ce qui est le bien, le mal, le meilleur, la variété améliorée, la mauvaise herbe, elle est mauvaise. Je n'en doute pas un seul instant parce que les agronomes sont plus proches de Dieu. Alors quand mes collègues d'AgroParisTech m'entendent dire ça, ils trouvent que j'abuse un peu, mais mettre des jugements de valeur dans un discours scientifique, je ne trouve pas ça très raisonnable. Alors évidemment, il
y a encore un cours, sachez, AgroParisTech, qui s'appelle Amélioration variétale. On va améliorer les variétés. Et évidemment, heureusement quand même, le cours introductif dit les critères de sélection. Ouf, il n'y en a pas qu'un seul. Ouf. Mais parfois, on frôle quand même je vais vous dire ce qui est bon, je vais vous dire ce qui est mal, et si vous ne faites pas, hein, un paysan qui refuse une variété améliorée, c'est un paysan empiré, quoi. Je veux dire, il est singulièrement mauvais, quoi. Alors ça, il va falloir arrêter ça. Moi, je vous propose qu'à partir d'aujourd'hui, on arrête définitivement ce genre de cirque et que l'agroécologie essaye de rendre intelligible l'extrême complexité d'agroécosystèmes, donc très complexes, de reconnaître que l'objet de travail des agriculteurs, c'est précisément des écosystèmes et que toute technique agricole, que ce soit une technique de travail du sol, que ce soit une technique de protection des cultures, a une incidence sur la totalité de l'agroécosystème. Alors, je prends un exemple en question, la protection des cultures, il y a des champignons, on est quand même souvent invité, les agriculteurs sont quand même souvent invités à mettre des fongicides. Et puis après, on découvre que le même fongicide a des effets néfastes sur les champignons mycorhiziens du sol, les champignons mycorhiziens capables d'aller débusquer le calcium, le phosphore, la potasse, coincés entre les feuillets d'argile dans la couche arable. Et peut-être que dans la baisse de fertilité d'un certain nombre de sols, il n'y a pas que le taux d'humus, mais il y a peut-être aussi le fait qu'il y a une moindre incidence de champignons mycorhiziens. Ça contribue à rendre plus difficile par la racine de la plante à aller chercher le calcium, le potassium et le phosphore coincés entre les feuillets d'argile. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un qui enseigne la protection des plantes n'oublie pas les champignons mycorhiziens du sol. J'aimerais bien que quelqu'un qui enseigne la pédologie et les sciences du sol, et évidemment les champignons mycorhiziens, connaissent un petit peu en protection des cultures et comment on peut éventuellement ou pas se prémunir contre les champignons. Et peut-être un jour, on va découvrir que peut-être que l'agriculture moderne de demain, l'agriculture savante de demain, qui répondra effectivement aux enjeux, il sera peut-être le fait d'une agriculture familiale, travaillant pour son propre compte, prête à faire un usage intensif, je emploie volontiers le mot intensif, de ce qui ne coûte rien. Ce qui coûte, c'est évidemment l'accès au terrain, mais après, faire l'usage le plus intensif possible des rayons du soleil, de l'énergie solaire pour fabriquer de l'énergie alimentaire. Y a-t-il quelque chose d'aberrant de vouloir faire en sorte que pas un rayon du soleil ne tombe à terre, que tous les rayons du soleil tombent sur des feuilles, et sur des feuilles capables de pratiquer la photosynthèse? Moi, je vous proposerais qu'à partir de maintenant, on fasse l'usage le plus intensif possible des rayons du soleil. Regardez, alors c'est vrai dans les pays du Sud comme chez nous, mais regardez tous les rayons du soleil qui tombent à terre, quoi, et qui servent à rien. Parfois, ça réchauffe un peu le sol, d'accord. Bon, alors ça veut dire couverture végétale, évidemment, la pluie. Alors évidemment, après, ça dépend des écosystèmes. L'agroécologie, ça va quand même dépendre des conditions locales des lieux. Ça, c'est indispensable. Il n'y aura pas de recette, évidemment, standard pour tous les écosystèmes de la planète, on est bien d'accord. Mais l'idée, elle est déjà, si on pouvait faire quand même l'usage le plus intensif de la ressource naturelle, renouvelable, qui ne nous coûte rien. Et pour lequel, là, les écolos ne peuvent pas nous dire il y a pénurie. Non, il n'y a pas de pénurie annoncée de rayons du soleil avant 1,5 milliard d'années, donc soyez sans crainte, on peut y aller, allez-y, faites-en la consommation. Puis tout à l'heure, quand un rayon du soleil est tombé à terre, il est déjà tombé, donc là, on va aller en chercher d'autres après. Donc, je veux dire, aucune retenue pour ce qui est de l'utilisation intensive des rayons du soleil. Vous allez me dire, cette énergie solaire, elle prend la forme de sucre, d'amidon, de lipides, les hydrates de carbone, tout ça, ça vous a déjà été enseigné 1000 fois. Et vous avez entendu hydrates de carbone. Où la plante trouve-t-elle le carbone? Alors c'est dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Il y a trop de gaz carbonique dans l'atmosphère. Alors là, les agriculteurs, s'ils veulent faire un usage intensif du gaz carbonique, pléthorique, gaz à effet de serre, et l'atténuer un petit peu ce réchauffement climatique, moi j'ai envie de dire aux agriculteurs, mais sans retenue, s'il vous plaît. Alors là, le maximum. Allez-y, prenez le carbone du gaz carbonique, fabriquez du sucre, de l'amidon, des lipides, de la paille, éventuellement plus tard, si vous mettez ça dans le sol, de l'humus, séquestrer du carbone dans la biomasse, séquestrer du carbone dans les sols, en faisant l'usage le plus intensif qui soit. Alors évidemment, je vous vois vos visages. Le plus difficile, c'est quand même qu'il ne suffit pas que des rayons du soleil tombent sur une feuille pour qu'il y ait photosynthèse. Il faut que la plante transpire. Oui, c'est la plante, pour intercepter le gaz carbonique, c'est par les petits trous, c'est les stomates. Mais il y a sûrement des non-agronomes dans la salle. Donc les petits trous par lesquels la plante transpire, c'est par ces petits trous que la plante parvient à intercepter le gaz carbonique, prendre le carbone et libérer l'oxygène. Donc, faisons en sorte que les plantes transpirent au maximum. Mais là, vous l'avez compris, là, ça devient le plus délicat de l'agroécologie. L'un des aspects les plus délicats, c'est la gestion de l'eau. Parce que pour que la plante transpire, alors la plante, elle est comme nous, elle transpire. Sauf que nous, plus il fait chaud et sec, plus il faut qu'on boive. Alors que la plante, elle, quand il lui manque de l'eau
et qu'il fait chaud et sec et qu'il y a des vents desséchants, elle a au moins une résistance que nous, les hommes et femmes, on n'a pas, c'est de cesser de transpirer. Pour conserver l'eau, la plante cesse de transpirer. Et c'est vrai que si on ne parvient pas à bien gérer et alimenter le sol suffisamment, la couche arable en particulier en eau, eh bien, la plante, elle cesse de transpirer. Alors, pour faire simple, je suis désolé pour les agronomes dans la salle, mais quand dans le sud-ouest français, entre la Charente et le Béarn, on cultive du maïs, alors évidemment pendant l'hiver, il n'y a rien sur le sol, donc les rayons du soleil ne servent à rien. On sème le maïs à peu près à cette époque-ci, en avril. Entre les rangées de maïs, les rayons du soleil tombent encore sur la terre et ça sert encore à rien. Et quand enfin, au mois de juillet, août, ça y est, le maïs recouvre la totalité du sol, eh ben on découvre, c'est dommage, mais il n'y a pas assez d'eau dans le sol. Les rayons du soleil tombent enfin sur la couverture végétale qui recouvre la totalité du sol. Mais bon, ça tombe mal. Par manque d'eau, le maïs cesse de transpirer. On a tout faux. Alors on a tout faux, sauf si on commence à pomper dans la nappe phréatique, faire l'irrigation comme on sait faire dans le sud-ouest, et on voit la nappe phréatique qui s'effondre. On a vraiment tout faux. Fallait-il introduire en monoculture souvent du maïs, plante tropicale, plante issue. Alors on est de nouveau dans l'agroécologie, hein, n'oublions pas quand même que le maïs était une plante d'origine tropicale où la saison des pluies, c'est la saison chaude. Chez nous, la saison chaude, c'est l'été, c'est la saison sèche. Alors, l'exception, la Bresse, il y a des orages, et le poulet de Bresse s'alimentait de maïs depuis très longtemps, on est d'accord, peut-être quelques parties du Béarn. Ok, mais on a peut-être, du fait de la génétique qui nous a permis de remonter la culture du maïs et de façon exagérée vers le nord, on a peut-être, à force de miser sur un facteur, la génétique, à force de trop vite, et puis tout le reste devait suivre et obéir aux variétés améliorées, etc., on a peut-être commis des erreurs, et sachez que vraiment, prendre très au sérieux, la France doit devenir leader de l'agroécologie, et prendre très au sérieux, les pays du Sud vont pouvoir manger à leur faim avec l'agroécologie, c'est un vrai virage à 90 degrés, c'est une vraie révolution culturelle dans le monde des agronomes, et il va falloir créer les conditions pour que les agriculteurs du monde entier en aient les moyens et y aient intérêt. Non, il faut que l'eau pluviale s'infiltre dans le sol. Remarquez, la couverture végétale, s'il y en a une, ça va l'empêcher de ruisseler. Et donc, déjà, elle finira peut-être par s'infiltrer. Il faut que le sol soit poreux. On a longtemps pensé labour. Aujourd'hui, on reconnaît que des labours et un travail du sol un peu trop exagéré, c'est quand même une destruction du taux de l'humus, etc. Il faut limiter ça. Aujourd'hui, on pense plutôt vers de terre. Et zéro labour, technique culturelle simplifiée. Alors après, le ver de terre, je sais, il peut enfouir de la matière organique. Le ver de terre, je sais, il peut rendre le sol poreux, la structure grumeleuse, etc. C'est quand même plus difficile pour un ver de terre d'enfouir d'éventuelles herbes adventices, qu'on ne va pas appeler donc mauvaises herbes, mais là, donc, j'en connais des gens qui mettent du glyphosate, ce n'est pas encore très agroécolo. Enfin bref, il y a beaucoup à progresser, il y a des voies de solutions savantes qui vont permettre de résoudre toutes ces questions-là, je n'en doute pas un seul instant, mais la gestion de l'eau, la porosité du sol, faire que toute l'eau pluviale s'infiltre, et quand l'eau s'infiltre, si vous pouvez faire en sorte qu'elle reste dans la couche arable, ce serait quand même pas plus mal, et pour qu'elle reste dans la couche arable, c'est le complexe argilo-humique, ça vous a déjà été enseigné pour ceux d'entre vous qui font des études d'agronomie. Et vous savez que l'humus, c'est un mélange de carbone et d'azote, donc il faut fixer le carbone, il faut enfouir les pailles dans le sol, mais enfouir du carbone s'il n'y a pas assez d'azote, c'est un peu raté, parce que les microbes qui commencent à manger le carbone de la paille n'ont pas assez d'azote, et donc ça s'arrête, le processus. Et quand en Bretagne, à l'inverse, il y a des animaux qui urinent comme ça va, parce qu'on les nourrit, ils sont en surnombre, on les met même plus sur la paille, ces pauvres animaux, on les met directement sur le béton, sur caillebotis, etc. Quand il y a de l'azote, qui d'ailleurs, je vous signale, on va aller le chercher au Brésil sous la forme de soja ou tourteaux de soja pour alimenter des cochons, des volailles, des ruminants en surnombre en Bretagne, et ils urinent, et il y a de l'azote, et l'azote, c'est pas du fumier, c'est du lisier, et le lisier, ça coule, c'est le nitrate, c'est les eaux souterraines, c'est les eaux de surface, ça fertilise des algues vertes sur le littoral breton, on a tout faux. Et quand dans le bassin parisien, parce qu'il n'y a plus d'élevage, parce qu'il n'y a plus de fumier, et parce que donc, il faut quand même fertiliser le blé, il faut quand même fertiliser la betterave, il faut quand même fertiliser le colza, et à défaut de mettre de l'urine, et puisqu'il n'y a plus d'animaux, on va mettre de l'urée, engrais azoté de synthèse, ou de l'ammonitrate, du sulfate d'ammonium, fabriqué avec du gaz naturel russe. C'est malin, hein, surtout en ce moment. On a tout faux. Alors qu'il y a de l'azote sur tout le territoire français, et sur tous les pays du tiers-monde aussi. Et que alimenter des animaux en protéines,
La protéine, alors la calorie alimentaire, l'hydrate de carbone dont on parlait tout à l'heure, c'est la première nécessité. Deuxième nécessité, c'est quand même les protéines, constituants essentiels de notre corps. C'est de rajouter de l'azote à ces hydrates de carbone, fabriquer des acides aminés, fabriquer des protéines. Et l'azote, c'est quand même la troisième bonne nouvelle. Il y en a des bonnes nouvelles ce soir. 79% d'azote dans l'air. Avant, il n'y a pas de pénurie annoncée avant des siècles. Donc, allons-y, faisons un usage intensif des rayons du soleil, faisons un usage intensif du carbone, du gaz carbonique, faisons un usage intensif de l'azote de l'air, et je vous proposerais même qu'on fasse ça en circuit court. C'est-à-dire qu'en France, les protéines destinées à nos cochons, les protéines sont produites sur le territoire français, plutôt que d'aller chercher du soja, du tourteau de soja transgénique de surcroît, en provenance du Brésil, ou d'Argentine ou des États-Unis. Il y a de l'azote sur le territoire français. Je vous proposerais volontiers que nous produisions des protéines françaises sur le territoire français pour nourrir des animaux français avec l'azote de l'air français. Alors évidemment, plus franchouillard que Marc Dufumier, vous mourrez. Sauf que quand je suis au Brésil et qu'il m'arrive de faire des conférences tout aussi provocatrices que celles que je suis en train de vous faire, évidemment, il y a toujours un Brésilien qui dit que j'ai rien compris dans l'économie, que si eux ont des avantages comparatifs pour faire du soja, si nous on a des avantages comparatifs pour faire du champagne, chacun se spécialise selon ses avantages comparatifs. Tout l'intérêt du libre-échange, de mettre fin au protectionnisme, c'est que ceux qui ont des avantages comparatifs pour faire du soja, le Brésil produira du soja. Nous, on a des avantages comparatifs pour faire du champagne. On s'échangera le soja avec du champagne. Ce sera gagnant-gagnant. C'est la théorie du libre-échange. Je la connais. J'en connais les limites. Sauf que je n'ai même pas besoin d'expliquer où est l'erreur. Il y a tout de suite 10 Brésiliens qui me disent « Attendez, monsieur Dufumier, si vous pensez un seul instant qu'on est fiers, nous, Brésiliens, de produire du soja pour nourrir vos cochons, monsieur Dufumier, pour nourrir vos volailles, monsieur Dufumier, pour nourrir vos ruminants, monsieur Dufumier, et puis il rajoute pour fertiliser vos algues vertes, monsieur Dufumier. Ça, c'est moi qui leur ai dit. Alors que chez nous, au Brésil, il y a des gens qui ont faim. Vous savez, c'est dans tous les pays du monde où on découvre qu'il serait peut-être de l'intérêt général de relocaliser nos systèmes de production, de gérer en circuit court le cycle du carbone, le cycle de l'azote, le cycle de l'eau, et on verra plus tard les limaces, les éléments minéraux et autres en circuit court, avec des systèmes et des rotations extrêmement diversifiés. Mais la gestion la plus raisonnable du carbone et de l'azote pour fabriquer de l'humus, excusez-moi, c'est de mettre les animaux sur la paille. Alors je ne dis pas les appauvrir, je dis seulement leur mettre une litière, je pense au bien-être animal, et puis excusez-moi, moi sur la question du fumier, j'en connais un rayon, pour des raisons qui m'échappent complètement. Les collègues agroparitech, d'ailleurs, me disent que j'ai perdu toute objectivité sur la question, je serais tombé dedans à la naissance. C'est vous dire le degré d'amitié entre collègues d'une même institution. Mais non, je fais un plaidoyer effectivement pour la gestion en circuit court du carbone et de l'azote. Oui, on va peut-être devoir associer des légumineuses à des céréales. On va devoir en tout cas les gérer en circuit court au sein de rotation. On va faire en sorte que les microbes qui veulent manger le carbone de la paille et de l'azote, de quoi s'abreuver pour produire des corps microbiens, pour produire de l'humus, pour retenir l'eau dans les sols et ce genre de choses. Alors on a besoin de calcium, on a besoin de phosphore, etc. On a besoin d'éléments minéraux. Là, par contre, je vous invite à être très, très à l'écoute de ce que disent certains écolos. Oui, il y a là une finitude de notre monde. On n'est plus sur le carbone, on n'est plus sur l'azote, on n'est plus sur les rayons du soleil et les ressources abondantes. Les éléments minéraux, il y en a un, entre autres, pour lequel les experts nous disent que d'ici 3-4 décennies, il va alors arriver à ces mines de phosphate ce qui nous arrive avec le pétrole, non pas qu'il n'y en aura plus, mais le coût d'exploitation, le coût d'exploration d'abord et d'exploitation des mines de phosphate va devenir de plus en plus coûteux. Les agriculteurs en France et ceux du monde entier voient bien que les engrais phosphatés coûtent de plus en plus cher. C'est-à-dire que les pays qui ont des mines de phosphate anticipent évidemment cette pénurie annoncée pour déjà faire monter les prix. Il nous faut être très économe en phosphate. Alors ça veut aussi dire fumier. Je veux pas voir d'urine d'azote sur le littoral breton, mais je ne veux pas non plus voir de phosphore. Il faut absolument recycler le fumier, les déjections, les composts, etc., la fertilisation organique. Ça, c'est absolument indispensable. Et puis, s'il nous faut trouver du phosphore ailleurs, peut-être en sous-sol. Alors, vous savez que parfois, les agriculteurs biologiques mettent des roches pulvérisées, etc. Mais en tout cas, en sous-sol, il y a quand même une roche-mère qui, tous les ans, s'altère et libère des éléments minéraux. Ce n'est pas accessible à une racine de blé, ce n'est pas accessible à une racine de betterave, j'en conviens. Ça peut être accessible à des racines d'arbres. Si les arbres sont capables d'aller intercepter ces éléments minéraux, le mettre dans les feuilles, quand la feuille morte tombe à terre, ça fertilise à couche arable.
Alors évidemment, ça s'appellera agroforesterie, ça s'appellera culture sous parc arboré, ça s'appellera dans certains pays régénération naturelle assistée d'un couvert arboré sans trop faire de compétition pour les cultures annuelles qui vont devoir cultiver là-dessous. Ça va être très savant, ça va être compliqué, j'en conviens. Mais il y a sûrement beaucoup de choses à faire. Remarquez, ça tombe bien. Alors j'en connais aussi qui mettent des haies, j'en connais aussi qui coupent leurs rameaux, qui les coupent en petits morceaux. Ça s'appelle bois raméal fragmenté. Ils mettent ça sur leur sol. Alors il y a peut-être, attention, beaucoup de carbone. Il faut mettre ça sur un sol où il y a peut-être une légumineuse ou de l'azote. Mais enfin, ils sont peut-être en train de fertiliser quand même avec leurs rameaux, avec des éléments minéraux qui ont été puisés en profondeur. Et puis de plus, quand vous avez du bois raméal fragmenté, la première décomposition, c'est des champignons. Et dans ces champignons, vous avez les fameux champignons mycorhiziens qui, précisément, sont capables d'aller débusquer le phosphore, le calcium et la potasse qui étaient coincés entre les feuillets d'argile. Ce carbone, cette potasse, ce calcium, ce phosphore qui étaient absorbés par les arbres à l'époque où on ne pratiquait pas l'agriculture, qui ont été mis dans la couche arabe mais qui étaient devenus inassimilables, coincés entre les feuilles d'argile. L'agriculture inspirée de l'agroécologie de demain pour répondre aux enjeux dont on parlait tout à l'heure, elle va mettre en avant et finalement, nos meilleures connaissances sur les champignons mycorhiziens, et nous avons des grandes failles, peut-être encore trop. En tout cas, il y a beaucoup de progrès à faire sur la microbiologie des sols, pas seulement les bactéries, mais les champignons et autres. Indéniablement, l'agriculture familiale qui va s'inspirer de l'agroécologie pour diversifier les systèmes de production, pour assurer la résilience de leurs revenus, pour les générations futures, éviter l'effondrement de la mer. Ah oui, j'ai oublié de vous dire effectivement que quand il y a des haies, ça peut aussi faire brise-vent. C'est pas seulement d'aller chercher des éléments minéraux en profondeur, que quand il y a des haies, vous pouvez héberger des coccinelles, que quand vous hébergez des coccinelles, il y a moins de pucerons, et que vous avez moins de pucerons, vous ne mettrez peut-être pas de pesticides, et dans l'ourlet en bas, la bande enherbée en dessous, peut-être que vous aurez des scarabées qui vont vous neutraliser les limaces, et dans quelques bois, peut-être un jour, vous aurez des mésanges qui vont vous neutraliser le carpocaps. Enfin, je veux dire, bref, ça devient très compliqué, j'en conviens. Vous noterez une chose, l'agriculture inspirée de l'agroécologie, elle cesse de tuer. Elle neutralise. C'est terminé l'époque. Alors, vous voyez que, éventuellement, si, je vais terminer là-dessus, s'il fallait dire quelle est la différence entre l'agriculture inspirée de l'agroécologie et l'agriculture biologique, je dirais que pour des raisons historiques, l'agriculture biologique, elle est née à l'époque de la naissance de la chimie et elle a d'emblée opposé le naturel au chimique. Voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est désuet de parler comme ça. D'abord parce qu'il peut y avoir des pesticides naturels et qui tuent. Et il peut y avoir des insectes résistants, ces pesticides naturels qui prolifèrent. Et donc, c'est quand même des déséquilibres écologiques qu'on dénonce souvent avec les pesticides chimiques, mais qui peuvent très bien arriver avec des pesticides naturels. Et puis même la question de ces pesticides naturels sur les équilibres écologiques et sur la santé des aliments, etc., peut être posée. C'est totalement légitime. Et puis, je vais vous dire, le naturel, pensez-vous un seul instant qu'un bocage, c'est naturel. Le bocage, c'est totalement artificiel. Totalement artificiel. C'est une invention de l'humanité et c'est une bonne nouvelle. Savoir que l'humanité est capable d'aménager des agroécosystèmes en créant de la biodiversité. Mais l'écosystème serait naturel, ce serait de la forêt ou de la lande en Bretagne. Une rizière, je parle sous le contrôle des spécialistes de la riziculture biologique présents ici dans la salle, mais une rizière, ça n'a rien de naturel. C'est des gens qui ont aménagé un agroécosystème dans lequel, effectivement, ils ont mis du riz, mais dans lequel il y avait des escargots, dans lequel il y avait des crabes, dans lequel il y avait des poissons, dans lequel il y avait des cyanobactéries, des cyanophycées, dans lequel il pouvait même y avoir des canards. Et les canards, on redécouvre même ça aujourd'hui en Camargue, que ces canards sont capables de fouiner le sol, sont capables de différencier une mauvaise herbe du riz quand ils commencent à picorer. Ils sont peut-être aussi des insectes auxiliaires des ravageurs du riz. Enfin bref, c'est des écosystèmes d'une extrême complexité. Et le grand tort peut-être qu'on a, nous, c'est parfois de vouloir trop simplifier, qu'on a trop mis l'accent sur un facteur, la génétique, la variété améliorée, et tout le reste devait suivre. Là où autrefois les paysans avaient des variétés adaptées à une multitude d'environnements, maintenant on demande aux agriculteurs d'adapter tous leurs environnements à un très faible nombre de variétés qualifiées d'améliorées. On n'avait joué que sur un facteur et tout le reste devait suivre. C'est une vraie rupture qu'il nous faut procéder aujourd'hui, mais je pense effectivement que c'est
la forme d'agriculture, enfin les formes d'agriculture, parce qu'il y en aura une multitude en fonction des agroécosystèmes, c'est bien ces formes d'agriculture inspirées de l'agroécologie qui seront capables de répondre à tous les enjeux évoqués tout à l'heure, à savoir de concilier les impératifs de produire plus pour nourrir davantage, satisfaire un certain nombre de matières premières, préserver les générations futures, sauvegarder l'environnement, éviter les pollutions, éviter de devoir payer des impôts pour retirer les algues vertes et rendre l'eau potable, et les formes sociales d'organisation qui permettent, qui vont le plus dans le sens spontanément vers l'agroécologie, c'est quand même quand les gens, parce qu'ils gèrent leur force de travail en comparaison avec d'autres revenus, et c'est pas le taux de profit, c'est pas le retour sur investissement, c'est pas le taux de rentabilité interne qui est le facteur primordial. L'agriculteur capitaliste, vous savez, si elle doit amortir son taux de profit, d'abord, elle s'interroge, est-ce que je vais employer beaucoup d'ouvriers ou une machine? Je veux dire, elle opte très vite pour une machine, parce que quand vous avez beaucoup d'ouvriers, d'abord, quand vous avez beaucoup d'ouvriers, vous savez comment ils sont les ouvriers. Je veux dire, pour 10 ouvriers, il faut un contremaître. Je veux dire, alors, il y a déjà un inactif. Bon, alors, il vaut mieux carrément une bonne machine. Et quand vous investissez dans une machine pour rentabiliser votre taux de profit, ben, vous l'amortissez sur des centaines d'hectares. Si moi je commence à dire à des Brésiliens, vous devriez diversifier rotation au nom des petites abeilles, je vais vous dire, le type, il dit, attendez, une exploitation, 48 000 hectares de canne à sucre. J'ai visité au Brésil, 40 000 hectares de canne à sucre. L'usine sucrière est au milieu. Si je commence à dire à son propriétaire, qui est au demeurant un Français, absolument, exploitation française, Louis Dreyfus Commodities, enfin les actionnaires, Louis Dreyfus Commodities, si je leur dis que pour préserver l'écosystème, les abeilles, etc., il faudrait commencer à diversifier et investir dans d'autres matériels que le seul matériel de la canne à sucre, mais attendez, ils me traitent de charlot. Il commence à dire, mais qu'est-ce que c'est que ce chevelu? J'ai jamais porté de cheveux longs. Et pourtant, oui, parce que les écolos, à une époque, ils étaient considérés comme tous chevelus. Faites gaffe, il y en a aujourd'hui avec les cheveux courts. Mais il faut arrêter cette espèce de racisme. Mais cette espèce on va discréditer les gens qui parlent d'écologie et d'agroécologie aujourd'hui. J'observe que quand même très souvent, ils défendent un taux de profit. Et de leur point de vue microéconomique, ils ont raison. D'ailleurs, je pense que tous les problèmes, le vrai problème, et là on va débattre parce que je suis déjà trop long, le vrai problème de cette transition-là, de cette révolution technique, qui ne peut pas être un grand soir, qui est nécessairement une transition, et cette transition nécessite l'adhésion du plus grand nombre d'agriculteurs. On ne pourra jamais le faire sans les agriculteurs. Donc il va bien falloir s'y mettre, et ça ne peut pas être du jour au lendemain, on est bien d'accord. Mais l'une de ces grosses difficultés de cette transition, c'est qu'au fond, notre agriculture industrielle, qui a fait tout le contraire de ce que je vous raconte, qui sous-utilise les rayons du soleil, qui sous-utilise le carbone de l'air, qui sous-utilise l'utilisation de l'azote local, de l'air localement, celle qui fait le plus grand usage de l'énergie fossile pour fabriquer des engrais azotés de synthèse, celle qui fait le plus grand usage de produits pesticides avec les risques qu'il peut y en avoir sur l'écosystème, l'environnement et même peut-être la qualité sanitaire de nos aliments. Cette agriculture-là, elle n'est que la somme de raisonnements microéconomiques justes. Oui, l'INRA avait raison quand elle a commencé la génétique de dire aux agronomes, écoutez, mettez-nous une variété, mais pas pour un landerneau. Du Pas-de-Calais jusque la Camargue, de la Bretagne jusque l'Alsace. On va amortir les frais faits dans la recherche génétique. Donc gommez-nous toutes les caractéristiques trop locales de vos variétés. Les critères, c'est d'abord des critères standards. Plus tard, on va aller voir si on peut mettre des gènes de résistance et tolérance. J'en conviens, ça a progressé. Mais on a quand même commencé par le critère universel, le rendement de photosynthèse à l'unité de surface, à travers un facteur qui était la génétique. C'est le côté monofactoriel que je dénonce. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où vous investissiez, le raisonnement était juste. Oui, les agriculteurs, y compris familiaux en France, qui se sont spécialisés dans l'élevage en Bretagne, qui se sont spécialisés dans les cultures industrielles en Bretagne, c'était pour amortir au plus vite leur matériel. Et d'ailleurs, ils étaient endettés jusqu'au cou. Oui, l'agro-industrie qui demande des canards standards, parce que le processus industriel est totalement robotisé. S'il vous plaît, apportez-nous des canards, mais tous de la même forme, tous du même poids. Parce qu'on ne veut pas quand même que dans l'industrie, quand on commence à plumer un canard, il y en a déjà un qui saigne, et que quand on commence à en éventrer un autre, il y en a encore des plumes. Quand vous voulez un processus industriel robotisé, il faut que les agriculteurs apportent une matière première la plus standard possible. Tout le monde avait raison d'un point de vue microéconomique, sauf que c'est ce qu'on appelle les externalités négatives. Qu'est-ce que ça nous coûte cher? Le lait pas cher nous coûte très cher. Vous payez des impôts, enfin vos parents ou nous, pour retirer les algues vertes. On paye des impôts pour rendre l'eau potable. Et plus grave, je pense, quand on pense à certains pesticides et certains perturbateurs endocriniens chez les pesticides, c'est que les jeunes générations, exposées depuis in utero jusque, on va dire, 18 ans, en tout cas post-puberté, à des perturbateurs endocriniens, même à faible dose, mais de façon prolongée, il y a des scientifiques aujourd'hui qui leur prédisent une espérance de vie en bonne santé, sans Alzheimer, sans Parkinson, et sans cancer de la prostate pour les hommes, de 10 ans de moins que les gens de ma génération.
j'ose espérer que ces modèles prédictifs ne soient pas aussi valables que les modèles prédictifs du GIEC pour le climat. On n'en est pas encore à dire c'est avéré statistiquement parlant, j'en conviens. Mais alors ceux qui me disent, monsieur Dufumier, ce que vous êtes en train de dire là, c'est pas avéré statistiquement, ils ont raison. Ce le sera peut-être dans 35 ans. Et même dans 35 ans, comme on n'aura pas séparé chez les jeunes ceux exposés aux pesticides de ceux qui ne le sont pas, on n'arrivera pas à savoir quelle en est la cause. Enfin bref, je souhaiterais qu'on prenne très au sérieux un impératif, si on veut vraiment nourrir correctement, durablement l'humanité tout entière, sans dégâts environnementaux, sans dégâts pour les générations d'après, il nous faut impérativement réorienter nos agricultures vers ces agricultures inspirées de l'agroécologie, et c'est bien l'agriculture familiale qui sera la plus à même de satisfaire ces exigences-là. Et je crois que l'heure est venue de me taire. Donc merci à Marc Dufumier pour cet exposé. Et donc comme on l'a dit au début, on va essayer là pendant une demi-heure de partir de ce que vous avez écrit sur vos papiers. Donc je vous remercie, on vous remercie à ISF Montpellier d'avoir joué le jeu. Vous avez écrit plein de choses. On ne pourra pas tous les lire, donc on en a sélectionné autour de 3 grands thèmes. Donc on va essayer de faire, il y a 3 séries de questions qu'on va lire ensemble, et on va essayer de les répondre en 10 minutes si c'est possible. Ensuite, pour les frustrés qui n'auront pas vu leurs questions apparaître, bien sûr, il y aura une période d'échange un peu plus libre, avec des questions avec la salle qui suivront. Donc la première série de questions, les premiers papiers que vous avez écrits, c'est avec le premier thème: l'agriculture familiale est une forme d'agriculture à petite échelle, faite sans intrants d'origine industrielle et avec le plus d'outils artisanaux possible. L'agriculture familiale est peu productive, elle est rudimentaire, elle provoque des revenus faibles pour les exploitants et elle ne requiert pas de compétences techniques. Pour dire simplement, si on ne met pas plein de pesticides et plein d'engrais, les plantes ne pousseront pas. Et dernier petit papier de ce thème, l'agriculture familiale est vouée à disparaître aux dépens de l'agro-industrie. L'agriculture familiale ne nourrit seulement qu'une famille. Et enfin, l'agriculture familiale française est presque morte. Ça, c'est la première série sur laquelle on va demander à Marc Dufumier d'exposer ses idées. Merci. Alors, donc l'agriculture familiale telle que je l'ai définie, est-elle nécessairement condamnée à ne être peu productive? La réponse est très clairement non. Faire un usage intensif des ressources naturelles renouvelables pour la photosynthèse, pour la fabrication de protéines et pour les éléments minéraux, les vitamines, les fibres, etc. Au contraire, l'agriculture familiale peut être très intensive à l'hectare. Alors c'est là où il nous faudra vraiment distinguer dans les performances de l'agriculture familiale le caractère. Est-ce qu'on parle elle peut produire beaucoup à l'hectare ou est-ce qu'elle peut produire beaucoup à l'heure de travail? Évidemment, là, les réponses vont être différentes. Mais pour ce qui est de l'intensification à l'hectare, cette agriculture-là peut être très intensive à l'hectare. Et d'ailleurs, vous avez comme premier indice la valeur ajoutée à l'hectare dans un pays comme la France, par exemple. C'est plutôt là où l'agriculture est restée le plus longtemps familiale, comme en Bretagne, que dans le bassin parisien, où elle est devenue plus industrielle. La valeur ajoutée à l'hectare, j'entends, c'est là où est l'agriculture la plus intensive et la plus intensive en travail. Donc soyons clairs, l'agriculture inspirée de l'agroécologie peut être très intensive à l'hectare. J'ai prononcé volontiers le mot, c'est-à-dire très hautement productive à l'hectare. Alors l'agriculture biologique maintenant. À l'hectare, en France, quand vous passez d'une agriculture industrielle, pesticides et intrants, à une agriculture biologique et que vous êtes seul dans un environnement qui a déjà été largement endommagé par l'agriculture industrielle, oui, là, très clairement, les rendements diminuent. L'archétype, c'est, imaginez que vous vouliez faire du colza bio. Vous avez les pucerons résistants aux pesticides du voisin. Le pesticide du voisin a déjà détruit les coccinelles qui pourraient neutraliser vos pucerons. Et vous interdisez de faire quoi que ce soit. Oui, votre rendement est divisé par 2. Là, il nous faut être très clair. Dans les cultures industrielles et les grandes cultures, dans la période de transition vers l'agriculture biologique,
malgré toutes les capacités possibles, le potentiel productif de l'agriculture bio, quand vous êtes seul à le faire dans un écosystème endommagé, effectivement, il faudra du temps pour récupérer. Il nous faut être très, très honnête là-dessus. Maintenant, si vous êtes dans les pays du Sud, si vous êtes au Niger, si vous êtes au Mali, il y a des témoins ici, où vous avez un rendement au Niger de mil et de sorgho de même pas 600, 700 kilos, j'ai même exagéré en termes de moyenne, parce qu'il y a des années où c'est zéro, mais 600, 700 kilos de céréales à l'hectare. Sous un parc d'acacia albida ou de Federbia albida, vous appellerez ça comme vous voudrez, qui est une légumineuse à racines profondes, qui a accès à l'eau de la nappe phréatique, qui poursuit la photosynthèse pendant toute la saison sèche, capable de fixer le carbone pendant toute la saison sèche quand il n'y a pas de culture par en dessous, qui perd ses feuilles en début de saison des pluies. Ces feuilles, c'est du carbone de la photosynthèse, c'est de l'azote parce que c'est une légumineuse, et c'est des éléments minéraux qui ont été puisés en profondeur parce que cet arbre a un enracinement profond. Ben vous pouvez multiplier entre 2 et 3 le rendement de mil et de sorgho en l'espace de 15 ans. C'est plus rapide que l'accroissement démographique et c'est d'emblée un accroissement de rendement dans les régions les plus déficitaires du monde. Des solutions inspirées de l'agroécologie qui permettent dans les pays du Sud où les rendements sont encore parfois très dérisoires et où les écosystèmes ne sont pas encore trop bousillés, ou s'ils sont bousillés, c'est pour d'autres raisons, les brûlis, d'autres choses, ou le surpâturage et d'autres choses. Alors sachez que là, on peut d'emblée accroître les rendements et espérer nourrir la planète tout entière. Et est-ce si grave si nous, en passant à une agriculture biologique, si dans un premier temps, nous produisons moins de poudre de lait? Est-ce que vous êtes conscient que nos excédents de poudre de lait ruinent les petits éleveurs aux abords de Dakar? 2 vaches, 2 litres de lait par vache. On donne du lait à la famille, on essaye de vendre du lait à Dakar, concurrencé par de la poudre de lait néerlandaise ou bretonne, robot de traite, 120 vaches, 10 000 litres de lait par vache, mais impossible. Pensez-vous que nous, il nous faut absolument, dans le pays de Caux, c'est un peu ma région, la région du Lin, c'est le club des 100 quintaux, très coûteux en engrais azotés de synthèse. Vous pensez vraiment qu'il nous faut absolument exporter ce blé-là vers l'Égypte et vers l'Algérie en concurrence avec l'Ukraine? Nous produire un peu moins de blé et cesser de faire du tort aux pays du Sud, ce serait peut-être pas idiot. Vous pensez vraiment que l'agriculture française doit impérativement produire des poulets doux avec du maïs et du soja brésilien, prétendant être compétitif avec des poulets brésiliens pour être exportés vers l'Arabie saoudite? Mais ce n'est pas dramatique si le passage à une agriculture plus inspirée de l'agroécologie chez nous commence par une baisse de rendement. Surtout si cette même agriculture nous permettait de produire enfin sur le territoire français et européen les luzernes, les trèfles, les sainfoins, les lotiers, les févroles, les pois fourragés, les protéines dont la France est dépendante pour les 2/3, dont l'Europe est dépendante pour les 3/4. Savez-vous que quand on exporte moins de blé, tout venant, on perd des devises? Ce blé acheté par les Algériens et les Égyptiens, j'en conviens. Savez-vous qu'on gagne en devises la moindre importation de soja, de tourteaux de soja, parce qu'à la place de ce blé, on a fait une plante de la famille des légumineuses capable de fixer l'azote par la voie biologique, à partir de l'air français. Savez-vous qu'au même moment, puisqu'il y aura un blé en rotation avec cette légumineuse, on cesse aussi d'importer du gaz naturel russe, dont on sait que nos approvisionnements en gaz naturel russe sont assurés pour les années qui viennent. Quand on sait, eh bien oui, mais vous gagnez sur 2 tableaux. Vous perdez en devise une moindre exportation d'un blé tout venant et vous gagnez à moins importer de soja, tourteaux de soja et moins importer de gaz naturel russe. Bref, la ferme France s'enrichit. La valeur ajoutée, je ne dis pas le rendement brut, la valeur ajoutée de la ferme France s'enrichit dans le passage de l'agriculture industrielle à l'agriculture bio, même si en France, j'en conviens, les rendements diminuent. La valeur ajoutée, pourquoi est-elle supérieure avec cette agriculture inspirée d'agroécologie? C'est qu'elle est intensive en emploi. Alors maintenant, effectivement, le vrai problème, c'est que cette agriculture est exigeante en travail, elle est intensive en emploi. Question: est-ce si grave dans un pays où il y a 10% de chômage d'enrayer l'exode rural et de créer des emplois à la campagne? Est-ce si grave que ça? Est-ce si grave dans les pays du Sud de faire en sorte que les gens ne soient pas condamnés à rejoindre des bidonvilles là où il n'y a pas d'emploi qui les attendent pour des années, pour des décennies? Non. Par contre, cette agriculture qui exige plus de travail, en France, je vais vous dire, si elle exige plus de travail, la productivité du travail, la productivité de l'année de travail ou de la durée de travail, oui, elle est moindre que celle de l'agriculture industrielle. Oui, l'agriculture industrielle, elle était capable de vider les gens et de remplacer par des machines. Oui, le latifundiaire brésilien, quand il a du soja transgénique, il est capable de remplacer les gens qui désherbaient par du désherbant.
le glyphosate. C'est génial. Les autres, comme ça, brésiliens, seront dans les bidonvilles. Oui, c'était un raisonnement microéconomique juste. Oui, c'est absolument pas conforme à l'intérêt général. Et donc, c'est vrai que l'agriculture inspirée de l'agroécologie, plus artisanale, plus soignée, plus exigeante en travail, si vous la comparez sur la productivité du travail, oui, vous avez raison, cette agriculture est moins productive. Donc, le produit doit être mieux rémunéré. Question, comment pourrait-on rémunérer les agriculteurs éventuellement avec un label bio? OK. Et ne pourrait-on pas rémunérer les agriculteurs pour les services environnementaux que nous rend l'agriculture inspirée de l'agroécologie? Vous mettez des haies, il y a des coccinelles, vous neutralisez ainsi les pucerons, ça met moins de pesticides, c'est meilleur pour notre santé, je vous paye. Vous pratiquez du zéro labour, il y a moins de destruction d'humus, c'est les vers de terre qui font leur travail, il y a une fixation de carbone dans le sol, une meilleure fixation de l'eau, je vous paye. Pourquoi les 9 milliards d'euros du premier pilier de la politique agricole commune, plutôt que de servir sur des aides directes, à peine conditionnées, ou conditionnées par des mesures décidées depuis Bruxelles pour tous les terroirs de 28 pays? Pourquoi on ne ferait pas, utiliserait pas cet argent pour inspirer nos agriculteurs, pour faire en sorte qu'ils aient et intérêt, ils seraient rémunérés pour, et les moyens, ce serait rémunérateur de pratiquer l'agroécologie, des systèmes plus conformes à l'intérêt général. Alors à la question, le monde va mourir sans pesticides et rien, c'est un dogme, hein, ça. Non, il y a des agricultures hautement performantes, sans pesticides et autres, sauf que on cesse de tuer, on évite les résistants, les contournements, les résistances, on évite du coup de mettre une deuxième, une troisième molécule pesticide et ce genre de choses. Oui, par contre, c'est beaucoup plus exigeant de travail, ça c'est très vrai. L'agriculture inspirée de l'agroécologie, elle est aussi intensive en emploi, c'est bien conforme à l'intérêt général. Trop long ? Non, c'était parfait. 10 minutes tout pile. Donc, donc on va redonner la parole à la salle avec le deuxième thème. Donc ça va peut-être se répéter avec ce qu'on a dit, hein, c'est pas grave. On pourra passer plus rapidement au troisième thème. L'agroécologie n'est pas économiquement prometteuse. Deuxième petit mot de la salle. L'agriculture conventionnelle produit plus que les méthodes alternatives d'agroécologie. Ça a déjà plus ou moins répondu. Et le troisième papier où la personne était inspirée. L'agroécologie n'apporte que peu de revenus. Elle précise qu'elle est issue d'une famille d'agriculteurs. Elle connaît donc ce milieu. Les agriculteurs sont difficiles à convaincre pour changer de mode de production, pour passer donc du conventionnel à l'agriculture inspirée de l'agroécologie. Et troisième point, les ingénieurs agronomes sont trop peu à faire des projets écologiques avec les producteurs. Donc on va laisser Marc Dufumier répondre pendant 10 minutes. Non, ça pourra même être répondu, parce que j'ai un peu répondu à anticipation de certaines d'entre elles. Hein. Donc ça peut être très hautement performant à l'hectare, et effectivement, ça procure peu de revenus à l'heure et à la journée de travail. Et du coup, c'est vrai que les agriculteurs ne sont pas d'emblée convaincus. Alors là, vous avez totalement raison. Et dans le full des questions précédentes, vous m'aviez dit, de toute façon, l'agriculture familiale en France, elle est déjà quasiment morte. Elle devient une agriculture industrielle, même quand c'est une famille. Ils ont spécialisé leur système de production, au nom d'ailleurs de l'accroissement des revenus. Autre difficulté pour le passage à l'agriculture inspirée de l'agroécologie, il y en a des difficultés. Alors le revenu de l'agriculteur, notamment quand vous êtes endetté. Quand vous êtes endetté jusqu'au cou, enfin imaginez un éleveur breton qui commence à investir dans un robot de traite, si M. Dufumier lui dit, mais pour mettre du lin dans la rotation, alors du lin je fais exprès, parce qu'il faut un matériel spécifique pour le lin, il est évident que je ne peux pas les convaincre comme ça. Même en émettant les abeilles, même en émettant l'intérêt général, même en parlant sur un jugement. D'abord, ce n'est pas par un jugement moral que j'arriverai à convaincre des agriculteurs de passer de l'agriculture industrielle, même quand c'est une famille qui travaille pour ses propres comptes, à une agriculture plus inspirée de l'agroécologie. Hein. Moi, je n'ai... Alors, il y a une éthique, à coup sûr, derrière la défense de l'agriculture familiale et derrière la défense de l'agroécologie. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était peut-être transparent dans mes propos, mais ce n'est pas ça que j'ai mis en avant. J'ai mis en avant une efficacité économique, une efficacité écologique, justement la dénonciation de tous les dogmes dont certains d'entre vous se sont plaît à les retranscrire. Là, on sera improductif, etc. Alors, comment y arriver ? Eh bien, je pense quand même qu'il faut faire en sorte que les agriculteurs en aient les moyens et ils aient intérêt. C'est-à-dire qu'on change les rapports de prix et qu'on change les modalités de subvention. Je parle pour chez nous. Et l'outil des 9 milliards d'euros, il y a déjà, je ne parle pas du deuxième pilier qui va un peu déjà dans ces directions-là, et qui va être de plus, par la voie contractuelle, sous la tutelle des régions,
ce qui pourra éventuellement permettre de prendre encore mieux en compte les considérations locales. Mais 9 milliards d'euros par an sur les 500 000 fermes en France, c'est à peu près 300 000 qui en bénéficient. Les aides directes à l'hectare, 9 milliards d'euros, c'est le plan de reconstruction d'Haïti sur 10 ans après le tremblement de terre pour 8 millions d'habitants. Donc c'est quand même pas rien. 9 milliards d'euros, vous arriveriez par la voie contractuelle. Alors moi, je vous propose 2 choses. Pour encourager les gens à passer partiellement ou totalement au bio de façon progressive. Moi, je vous aurais suggéré une chose suivante. Tous les repas de la restauration collective, hors domicile, évidemment en commençant par l'école primaire et éducation au goût, les collèges, les lycées. Je n'oublie pas les hospices, les EHPAD, parce que j'ai des cheveux blancs. Et je m'interroge sur comment je vais manger. Mais les cantines d'entreprise, plutôt fréquentées par les couches modestes. Imaginez qu'on utilise les subventions de la politique agricole commune pour faire en sorte que tous ces repas soient des produits de terroir et produits bio. Évidemment, il y aurait eu une progression 2014-2020, c'était quand on négociait la réforme de la PAC. Il y aurait eu une progression entre 2014 et 2020 avec la possibilité pour les couches modestes de bien manger sans avoir à débourser plus, parce que le surcoût du repas est payé par les subventions de la politique agricole commune, et sous la présidence des maires, des conseils généraux, des conseils régionaux ou des comités d'entreprise, moi que m'importe, on négocie avec les associations paysannes, avec leurs syndicats, les groupements de producteurs, une livraison croissante de ces produits répondant à ces labels avec un montant croissant au cours des 6 années à venir. Et bien, le défi, ça aurait été 2020, fin de la réforme de la politique agricole commune, tous les repas de la restauration au domicile, tout le surcoût aurait été payé, pourraient être des produits bio et de qualité. Sur les 9 milliards d'euros, je n'ai besoin que d'1,6 milliard. 1,6 milliard. C'est-à-dire qu'il était possible de faire en sorte que par voie contractuelle, des gens qui se consacrent à l'agriculture industrielle auraient pour mettre à profit la perspective d'un marché rémunérateur et de volume croissant sur 6 ans, auraient converti partiellement une partie de leur production pour répondre à cette demande croissante qui leur aurait été garantie par la voie contractuelle. Je veux dire, la conversion vers l'agriculture inspirée d'agroécologie, même si elle n'est que partielle dans les exploitations, notamment au début, elle aurait été bien plus rapide. Et le reste, écoutez, sans aller jusqu'à l'exigence du label bio, parce que le problème des bio, c'est ce qui rend souvent les débats sectaires sur le bio. Le bio, c'est soit tout, soit rien. Il y a un cahier des charges, c'est tout ou rien. Mais des gens qui sont dans des démarches progressives, par exemple zéro labour, bon, alors, ok, ils mettent encore du glyphosate, il va falloir améliorer l'affaire, parce que quand même le glyphosate, on est en train de découvrir que ça va peut-être être un peu comme l'atrazine. Vous savez que c'est l'un des principaux polluants de nos nappes phréatiques, l'atrazine interdite depuis déjà 1997. C'est le principal résidu dans les eaux souterraines. Et avec le glyphosate, on voit des effets délétères qui pourraient être d'ailleurs très apparents à ceux de l'atrazine. Donc, on commence à mieux instruire ce genre de choses. Il va falloir un jour progresser. Mais n'empêche, si c'est déjà une démarche de progrès, écoutez, vous faites telle surface, zéro labour, etc., vous vous engagez de façon croissante à le faire, je vous paye. Et là, si je vous paye, moi, je convainc. Moi, je convainc par l'intérêt économique. Je ne suis pas là pour endetter des agriculteurs, moi. Je suis là pour faire en sorte qu'ils soient fiers, droits dans leurs bottes, bien payés parce qu'ils font un bon produit, reconnu, labellisé pour la restauration des plus modestes dans les grandes écoles d'agronomie de France et autres lieux publics. Et puis des agriculteurs droits dans leurs bottes qui cessent de vivre de la mendicité, de subventions qu'ils n'avaient jamais demandé, mais ils sont rémunérés pour des services d'intérêt général. Mais où est le crime ? Je vais vous dire, on y arriverait. Oui, l'agriculture est moins productive à l'heure de travail. Oui, cette agriculture mérite d'être rémunérée. Oui, cette agriculture, elle mérite d'être rémunérée parce qu'elle rend des services d'intérêt général. Payons les services d'intérêt général. L'humus pour les générations futures, le maintien des abeilles, l'absence d'algues vertes sur le littoral breton, l'absence de perturbateurs endocriniens sur vos fruits et légumes. Je suis trop enthousiaste. Moins de 10 minutes, c'est parfait, on aura plus de temps pour parler à la fin. Donc le troisième petit paquet de mots. On s'en a déjà répondu. Non productive en biomasse et en richesse, pas capable de nourrir le monde en 2050. Le dernier, l'agriculture familiale est menottée par son manque de moyens économiques.
peux en lire d'autres si jamais. Oui, non, bon, je réponds à ça. D'accord. Rapidement, donc, je ne vais pas prendre les 5 minutes. Je vais surtout répondre sur nourrir la population croissante d'ici 2050. Et population croissante et nourrir correctement. Il faut se préparer. La population croissante, c'est 40% de gens en plus d'ici 2050. Si on veut que les gens soient nourris correctement, et si, ce qui est déjà plutôt une bonne nouvelle, dans certaines régions d'Asie, d'Amérique latine, il y a des gens qui consomment un peu davantage, quelques œufs, un peu de lait, un peu de viande. Et comme vous savez qu'il faut entre 3 et 10 calories végétales pour fabriquer une calorie animale, si on veut que la population croissante soit correctement nourrie, il faut se préparer à une demande de production alimentaire destinée à l'alimentation de cette population qui fasse plus que doubler d'ici 2050. Voilà, c'est un ordre de grandeur. Si j'intègre et la population croissante et l'amélioration de la nourriture, si tant est que vous considérez que c'est une amélioration, mais pour beaucoup de gens, sachez-le, c'est considéré comme tel que d'avoir accès à des protéines animales, il faut se préparer à une demande de production alimentaire qui va plus que doubler. Alors, évidemment, est-ce que ce sera possible ? Mais j'aurais envie de dire déjà à l'avance, au fond, aujourd'hui, sur les 7 milliards 200 millions que nous sommes, il y a entre 800 millions et 1 milliard, selon les années, de gens qui n'ont pas tous les jours leurs 2200 kilocalories. Et vous avez encore un autre milliard qui souffrent de carences nutritionnelles, protéines, vitamines, minéraux, fibres, antioxydants et autres. Ça veut dire une espérance de vie moindre parce que fragilisés par le fait que mal nourris, ils sont plus sujets à un certain nombre de maladies. Cette faim et la malnutrition qui existent aujourd'hui, est-elle due à une insuffisance de production alimentaire dans le monde ? La réponse est catégorique, non, ça n'a rien à voir. Je m'explique. Pour nourrir correctement quelqu'un, modestement, j'en conviens, c'est-à-dire pas forcément une consommation animale exagérée. Mais pour nourrir correctement un habitant sur cette planète, il faut produire de l'ordre de 200 kg de céréales ou son équivalent sous la forme pomme de terre, manioc, igname, banane plantain, châtaigne. Je parle donc en calories, sachant qu'une partie de ces calories vont être transformées en un peu de lait, quelques œufs, un peu de viande. Donc, il faut impérativement produire 200 kg de céréales ou son équivalent énergétique en tubercules, autres céréales et autres. Voilà, sucre et autres. La production mondiale, elle est déjà aujourd'hui de 330. Donc, double question. Comment se fait-il qu'il y ait des gens qui ont faim alors qu'il y a des disponibilités alimentaires qui existent ? Et qu'est-ce qu'on fait de l'excédent alimentaire qui ne sert pas à l'alimentation ? Alors, la réponse à la première question, pourquoi y a-t-il des gens qui ont faim et souffrent de malnutrition alors que les disponibilités alimentaires existent dans le monde ? C'est que les gens sont trop pauvres. C'est des gens qui sont pauvres, c'est-à-dire, alors d'abord les excédents sont plutôt produits dans les pays du Nord, mais parfois aussi dans certains pays du Sud, type Brésil, l'Argentine, les grands pays latifuniaires, et parfois même Thaïlande, où prédomine l'agriculture familiale. Thaïlande, au demeurant, premier exportateur mondial de riz. Agriculture familiale. Thaïlande, premier exportateur mondial de caoutchouc, agriculture familiale. Thaïlande, premier exportateur mondial de manioc, agriculture familiale. Donc croire que seule l'agriculture capitaliste serait capable de produire des excédents, il faudra aussi considérablement nuancer. Et puis si vous voulez, le deuxième exportateur de riz, c'est le Vietnam, agriculture familiale. Donc les excédents existent. Pourquoi y a-t-il des gens qui ont faim ? C'est qu'ils n'ont pas le pouvoir d'achat pour se le procurer. Soit en l'important depuis les pays du Nord ou les pays latifundiaires, soit dans leur propre pays. Au Brésil, par exemple, il y a des excédents de maïs, il y a des excédents de soja, et les Brésiliens qui sont dans les bidonvilles ne parviennent pas à se les procurer, et les paysans sans terre ne parviennent pas à se les procurer, ils ont faim. Même au Brésil, il y a des excédents alimentaires, mais il y a des gens qui ont faim, et il y a des faims en plus grand nombre. Il y a des gens qui ont faim en France, les restaurants du cœur, c'est pas pour rien. Et vous vous rendez bien compte que s'il y a des gens qui fréquentent les restaurants du cœur en France, ou l'Armée du Salut, ou le Secours populaire, ou le Secours catholique, c'est pas parce que la France ne produit pas assez. Elle exporte. Donc c'est bien la pauvreté. C'est vrai chez nous, c'est vrai au Brésil, c'est vrai en Argentine, et c'est vrai dans les pays déficitaires tels que le Niger, le Mali et autres. C'est vrai aussi dans les pays qui se sont spécialisés vers le café et le cacao. Le revenu du café et du cacao ne permet pas à des paysans aujourd'hui d'acheter les vivres qui seraient nécessaires pour leur alimentation. C'est la pauvreté qui est à l'origine de la faim et de la malnutrition dans le monde. Et pour les 2 tiers des gens, entre les 2 tiers et les 3 quarts des gens qui ont faim dans le monde, ce sont des paysans.
Et vous découvrez que c'est des paysans qui, concurrencés par notre poudre de lait, qui concurrencés par nos céréales, qui concurrencés par notre sucre, qui concurrencés par nos poulets doux, nos découpes de poulets congelés qu'on exporte vers le Cameroun, sont tellement ruinés qu'ils ne parviennent pas à dégager des revenus suffisants pour s'équiper et produire davantage, ou alors même parfois sont-ils contraints de rejoindre les bidonvilles sans trouver des emplois rémunérateurs. L'urgence est que les nations du Sud aient le droit de faire ce que l'Europe a fait au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, mettre des droits de douane à l'importation des produits tout venant bradés des pays excédentaires. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la France, l'Europe des 6, des 8, avaient mis des droits de douane sur l'importation de céréales nord-américaines, sur les modes de beurre de Nouvelle-Zélande. Et grâce à des prix rémunérateurs, stables et incitatifs à faire ce dont nous étions déficitaires, la France d'abord, l'Europe des 6, 8 et 15 ensuite, est devenue autosuffisante, excédentaire. Et le grand tort qu'elle a eu après, c'est de subventionner ses exportations et de continuer de faire du tort aux pays du Sud. Non seulement nous sommes plus compétitifs, mais de plus, nous subventionnions notre agriculture. Donc que ces pays aient le droit de mettre des droits de douane, que les agriculteurs là-bas sortent de la pauvreté et les capacités d'épargner, d'investir, de progresser, d'accroître leur rendement à l'abri de ces protections en question. Je ne vois pas pourquoi on leur interdirait ce droit. Et nous, on produirait moins de ces surplus en faisant une agriculture plus inspirée de l'agroécologie. Défendre une agriculture de meilleure qualité chez nous, ce n'est pas du tout à l'opposé de faire en sorte que les populations puissent mieux se nourrir là-bas. Alors, question maintenant, qu'est-ce qu'on fait de l'excédent ? 3 directions. 1, c'est quand même vrai qu'il y a des gens riches dans le monde qui achètent de la nourriture pour le mettre à la poubelle, des gens qui ne terminent pas dans l'assiette, des gens qui vident le frigo, des Auchan et des Carrefour qui bazardent de la nourriture parce que la date de péremption est passée. Oui, il y a bien dans le monde des gens suffisamment riches qui achètent une nourriture qui échappe à des pauvres, et cette nourriture qui échappe à des pauvres va directement à la poubelle, parfois n'a même pas été déballée du plastique. Oui, il y a des gens dans ce monde dont le niveau de revenu est suffisant pour manger, cette fois-ci, abondamment des protéines animales, peut-être même en surconsommation, avec le risque du mauvais cholestérol, avec le risque de l'obésité, avec des risques alimentaires. Mais oui, il y a des gens qui ne peuvent pas se priver de protéines animales le matin, le midi et le soir. C'est pas qu'ils ne peuvent pas s'en priver, enfin ils sont peut-être accoutumés, mais c'est surtout qu'ils ont le pouvoir d'achat. Et du coup, c'est vrai que ça permet à des éleveurs de vendre, ça permet à des éleveurs d'acheter des aliments du bétail. Et oui, il y a dans ce monde aujourd'hui des usines d'aliments du bétail qui achètent le maïs et le soja qui échappent aux pauvres Brésiliens. Oui, le Brésil a des céréales en surnombre et ça va, c'est exporté pour des usines d'aliments du bétail aux Pays-Bas, en Bretagne ou ailleurs, parce que les inégalités de revenus dans ce monde sont telles qu'il y a des gens pauvres qui ne peuvent pas acquérir une nourriture qui pourtant est achetée par plus riches qu'eux. Ça va vers les marchés solvables, c'est l'économie de marché. Oui, il y a aussi des gens dans ce monde qui sont suffisamment riches pour rouler en voiture, pour voyager en avion. Et il y a bien de la nourriture, du maïs, du sucre, de l'huile, qui sert aujourd'hui à des usines d'éthanol, à des usines d'agrodiesel. Et il y a bien de la nourriture qui échappe à des pauvres parce qu'ils sont trop pauvres et ne peuvent pas se l'acheter. Mais il y a bien des usines d'éthanol et des usines d'agrodiesel qui achètent cette nourriture pour donner à boire à nos voitures et donner à boire à nos avions. Vous l'avez compris, le problème de la faim et de la malnutrition dans le monde, c'est d'abord un problème d'inégalité de revenus et de pauvreté. Mais d'ailleurs, c'est d'une certaine façon une bonne nouvelle, j'allais dire. C'est que du coup, techniquement, on est déjà bien au-delà de ce qui est nécessaire pour que les populations puissent se nourrir. Et l'agroécologie, si elle arrive à faire un usage intensif de l'énergie solaire pour la transformer en énergie alimentaire, du carbone, du gaz carbonique pour fabriquer des hydrates de carbone, de l'azote de l'air pour fabriquer des protéines et des éléments minéraux qu'on arrivera à débusquer coincés entre les feuillets d'argile, je vais vous dire, devrait sans problème, si nous parvenions, j'en conviens, si nous parvenions à une redistribution plus égalitaire des revenus à l'échelle mondiale, il n'y a aucun doute là-dessus. Il est parfaitement possible, techniquement, aujourd'hui, et dans 2050, de nourrir très correctement une population croissante. Je n'en doute pas un seul instant. Évidemment, la question, elle n'est pas neutre. C'est redistribuons les revenus de façon plus égalitaire dans ce monde. Donc merci à Marc Dufumé d'avoir réagi avec cet échange indirect avec la salle qui a permis à tout le monde de s'exprimer peut-être de manière plus libre qu'il ne l'aurait fait directement oralement.
Mais là, il nous reste un peu de temps et donc on va pouvoir... je vais vous laisser le micro pour vous exprimer directement et poser vos questions à Marc de Fumier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des séries de 3 questions et je vous laisserai échanger avec Marc de Fumier. Bonsoir. Du coup, vous avez parlé du fait que jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup l'accent dans l'agriculture conventionnelle sur le génétique et l'amélioration variétale. Et est-ce que dans le cadre de l'agroécologie, est-ce que ça a encore sa place et de quelle manière et qu'est-ce qui serait idéal du coup ? Bonsoir. J'admire votre enthousiasme parce que j'ai un peu du mal à voir comment la France puisse devenir leader en agroécologie, quand bien même la loi d'avenir agricole prévoit a priori une agriculture compétitive environnementalement et écologiquement et économiquement, alors même qu'on vient d'acter une nouvelle PAC pour 2020 et que sur le territoire sur lequel je travaille, les gens qui essayent de mettre les ânes et les moutons sur les mêmes parcelles parce que c'est complémentaire, ils n'ont plus d'aide PAC, que ceux qui veulent faire du sylvopastoralisme, on ne sait pas encore s'ils pourront faire émerger ces surfaces dans les aides PAC. Et je ne parle même pas de l'agroforesterie, où là, ça devient carrément impossible. Voilà, donc est-ce qu'on est pris et point liés jusqu'à 2020 ou quoi ? Donc une dernière question. Bonsoir. Vous avez parlé de donner de la valeur à des services environnementaux que pourraient faire les agriculteurs. Dans quelle mesure, en fait, on peut faire cela et donner une valeur, enfin, si on donne une valeur, par exemple, je sais pas moi, au coccinelle, comme vous avez dit, enfin, où est-ce que ça s'arrête après ça et comment on peut éviter les dérives si on donne après quelque chose, enfin, on a une légitimité pour nuire à cela, donc voilà. Donc je vais répondre en premier à la première question, en deuxième à la dernière, et puis celle sur mon enthousiasme. Alors la génétique, de toute évidence, la discipline génétique n'est pas en cause dans mes propos. Il est clair que nous avons besoin de toujours progresser sur le fonctionnement du génome et à la fois sur la génétique des populations, la génétique évolutive, et y compris notamment sur la génétique des populations, la génétique évolutive. Je crois qu'on a encore beaucoup de recherches à faire. Donc ce n'est pas la discipline scientifique qui est en question. Mais effectivement, même si j'étais un peu rapide, en mettant... alors c'est d'abord le monofactoriel que j'ai remis en cause, plus que la génétique en tant que telle. Mais c'est vrai que le monofactoriel, ça a été un choix il y a plus d'un siècle sur variété améliorée, la génétique et la capacité de rendement photosynthétique, enfin le potentiel génétique de rendement photosynthétique à l'unité de surface, et puis après quelques tolérances, quelques résistances, etc. C'est pas seulement qu'on a dit ça, on a dit aux agronomes, je vous l'ai déjà dit, pas pour un seul landerneau, il y a quand même eu une invitation à faire des choses un peu passe-partout, c'est-à-dire y compris dans les pays du Sud. La première variété, IR8, Madagascar, je me souviens, elle était destinée à tout le tiers-monde. Cette variété IR8, il y a un témoin ici dans la salle, elle était destinée à au monde entier. Et c'était tout plein de bon sens. Alors je vous dis tout de suite aussi, on a dit aux agronomes, ça c'est autre chose, ça vous a sûrement été enseigné, mais je le répète, on leur a dit, comme ils coûtent cher les agronomes, j'en sais quelque chose, je n'ai pas été mal payé, vous coûtez cher. Alors, s'il vous plaît, mettez-nous au point de vérité, mais faites vite. Et là, les agronomes, il y a des expérimentateurs ici dans la salle qui savent, excusez, faire vite, mais on est obligé de faire quand même une grande... des essais multilocaux d'abord, dans différents environnements, surtout si on veut que ce soit passe-partout. Et avant de qualifier une variété d'améliorée, on veut quand même s'assurer que la variété ait bien donné un rendement supérieur aux autres 95% des fois.
On se donne une haute probabilité, on va dire. Alors, en maths, on vous a dit qu'il faut que la différence de moyenne soit statistiquement significative. Qu'importe les jargons qui habillent il y avait un raisonnement, tout ce qu'il y a de plus juste. Et les expérimentateurs, il y en a dans la salle, pourront témoigner, notamment quand vous expérimentez dans le tiers-monde. La plus grande angoisse pour un expérimentateur, c'est que dans la nuit, il y a des phacochères qui traversent la parcelle expérimentale. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais les phacochères, les sangliers, ne choisissent pas les variétés à piétiner. Et du coup, s'ils commencent à piétiner une variété à haut potentiel génétique de rendement, je ne vais jamais pouvoir démontrer que 95% des fois, elle a donné un rendement supérieur aux autres. Du coup, on clôture très fortement les parcelles contre les phacochères, les sangliers et aujourd'hui, les faucheurs volontaires. Mais ça, c'est d'autres animaux sauvages. C'était pour si jamais il y en a dans la salle qui sachent comment je les considère. En tout cas, c'est l'angoisse des expérimentateurs, ça je peux vous l'assurer. Regardez la presse, c'est vraiment leur angoisse. On a eu le même raisonnement à l'égard des chenilles. Il ne fallait pas, si vous voulez, arriver vite, exigence d'aller vite, on investit beaucoup d'argent dans la recherche, et à l'époque c'était l'argent du contribuable, ce n'était pas le profit de Monsanto ou de Limagrin. Et du coup, ça paraissait donc juste comme raisonnement. Et du coup, il ne faut pas non plus qu'à un endroit, il y ait plus d'attaques de chenilles qu'à un autre. Et là, on avait quand même un outil remarquable, c'était quand même l'insecticide. Et puis, il ne fallait pas non plus qu'à un endroit, il y ait plus de nématodes qu'à un autre. Écoutez, vaut mieux. Alors, vous savez, il faut qu'il y ait le même nombre de nématodes partout. Mais alors, on ne va pas commencer à compter les nématodes. Le mieux, c'est 0 nématodes, nématicides. Des herbes, herbicides. Des champignons, fongicides. Qu'est-ce qui manque? Les acariens, acaricides. Les cailloux, on n'a pas encore inventé le cailloucide. Et pour la fertilité naturelle des sols, comme on fait multilocaux, qu'il y a des différences naturelles, on va abondamment fertiliser avec des engrais pour gommer les différences originelles de fertilité. Et donc c'est vrai qu'on est arrivé très vite à mettre au point des variétés à haut potentiel génétique de rendement, capables de donner ces hauts rendements, mais à la condition qu'il y ait 0 cailloux, 0 insectes, 0 nématodes, 0 herbe adventice, 0 tout ceci. Et c'est ultérieurement qu'on a essayé de regreffer des gènes de tolérance, de résistance et ce genre de choses. Et c'est ça ce à quoi il faut mettre fin. C'est-à-dire la station expérimentale, toute chose égale par ailleurs. Et j'en conviens, la recherche agronomique moderne de demain, elle ne sera plus toute chose égale par ailleurs, elle va fonctionner davantage comme la science écologique. Il y a une place pour la génétique, notamment la génétique des populations, la génétique évolutive, très clairement. Et le décryptage des génomes et le fonctionnement pourra peut-être nous aider considérablement dans cette biologie intégrative. Mais désormais, l'agronomie moderne de demain, elle faut fonctionner sur des modèles prédictifs. Et ce sera plus tard qu'on verra si c'est statistiquement avéré. C'est-à-dire que l'exigence de statistiques immédiates, c'est avéré statistiquement, elle est reportée, un peu comme pour le climat, à plus tard. Un peu comme les modèles prédictifs du climat, un peu comme le font les écologues quand ils travaillent dans la forêt amazonienne. Donc la génétique a toute sa place en tant que discipline. Il faut la réintégrer, que ce soit la génétique moléculaire ou la génétique des populations. Il faut réintégrer ces recherches en génétique dans un raisonnement d'emblée agroécologique, la reconnaissance que l'agroécosystème est l'objet de travail des agriculteurs et qu'aucune parcelle expérimentale pourra être toute chose égale par ailleurs avec celle d'à côté, et encore moins celle de 3 km plus loin. Et c'est plus par des... Regardez, ce qui vous est arrivé dans vos champs, voilà ce qui est arrivé, voilà ce qu'on aurait pu vous prédire s'il avait fait plus sec, voilà ce qu'on pourrait éventuellement envisager si ça avait été plus humide, parce qu'on connaît bien le fonctionnement, les interactions entre les êtres vivants et leur milieu physique au sein de l'agroécosystème. Attention, c'est une toute autre façon de concevoir l'agronomie que celle que moi, on m'avait enseignée dans les grandes écoles d'agronomie de France, mais à une époque qui, quand même, aujourd'hui, franchement, est un peu désuète. Et ce qui est dramatique dans certains pays du Sud, c'est que beaucoup de gens ont été formés malgré tout à cette agronomie désuète, et au nom notamment, parce que vous savez qu'il y avait des arguments, la différence de moyenne doit être statistiquement significative, ça impressionne, et donc on va se donner les moyens vraiment de faire toutes choses égales par ailleurs, et il va falloir peut-être abandonner ces choses-là. Attention, c'est une vraie révolution culturelle, aussi. La deuxième question, si j'ai bonne mémoire, portée sur la rémunération des services environnementaux. Alors évidemment, en économie de l'environnement, il y a beaucoup de progrès. Il est clair qu'aujourd'hui, on s'oriente plus vers rémunérer des services environnementaux plutôt que de rémunérer la présence ou non d'une coccinelle. C'est donc plus, je parviens à neutraliser des pucerons et je ferai moins et je diminue ma dose de pesticides.
qui va devoir être rémunéré, quitte à ce que ce soit effectivement avec des haies et en hébergeant des coccinelles. Et puis, faut-il attendre que les recherches, parce que c'est long, les recherches en économie de l'environnement, donc plutôt que de mettre des valeurs à des biens, un arbre, une molécule et autres, on va mettre d'emblée des valeurs, un service rendu. Et je pense, très honnêtement, comme pour les produits, ça va faire l'objet d'un marchandage. Comme pour les produits agricoles, il y a un marchandage, il y aura peut-être un jour un prix d'équilibre qui va s'établir, mais je crois que c'est ça. Vous rendez un service d'intérêt général, on est prêt à vous payer tant. Et à ce prix, on observe qu'il y a un nombre suffisant d'agriculteurs qui adhèrent à cette idée et ça satisfait l'offre, enfin ça satisfait la demande. Si ça ne satisfait pas la demande, je paye plus. Je paye jusqu'à ce qu'un nombre de gens suffisant parviennent à satisfaire l'intérêt général. Et du coup, moins de temps à faire des recherches très sophistiquées en économie de l'environnement. Donc ce ne sera pas les analyses de contingence où on demande à un paysan, un chasseur de l'Amazonie, de mettre une valeur à une molécule médicinale sur un arbre dont on ne connaît pas encore quel usage ça pourrait être fait dans 30 ans. Ça, ces préférences-là, ce n'est pas du tout là-dessus qu'on va mettre le terrain. Il y a urgence de rémunérer les services environnementaux. Allons-y, on marchande. Dans une économie de marché, sauf que désormais, l'État, nous, vous, plutôt que de payer des impôts pour retirer les algues vertes, pour rendre l'eau potable, on va payer moins le lait. Parce que, ne vous y trompez pas, le lait pas cher nous coûte très cher. C'est pour rendre le lait moins cher que nous allons payer les services environnementaux. C'est pour cette raison-là, ce sera du marchandage. En fonction des services environnementaux les plus urgents à se faire procurer par les agriculteurs. L'optimisme, ça c'est la question à laquelle j'aurais aimé ne pas devoir répondre. Alors, c'était l'enthousiasme que vous avez employé comme mot. Alors, pour ce qui est de l'optimisme technique, soyons clairs, oui, je suis techniquement optimiste sur le fait qu'il est possible de nourrir correctement et durablement la planète tout entière. Là-dessus, je vous assure, par rapport à un certain nombre de dogmes, vous savez, sans les pesticides, on n'y arrivera jamais, sans ceci, on n'y arrivera jamais, quand c'est familial, c'est nécessairement cutéreux, etc. Ça, laissez ça aux idéologues. Je pense que ça ne passe plus la rampe. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les campagnes, même si encore les gens qui font de l'agriculture biologique, parfois, ils sont méprisés. Mais moi, je connais des gens qui me disaient, il y a encore 5 ans, Monsieur Dufumier, votre agriculture, là, c'est bien l'âge de pierre, c'est bien la bougie. Les mêmes à Chartres, 4 ans après, m'ont dit, Monsieur Dufumier, c'est très intéressant ce que vous racontez, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est beaucoup trop sophistiqué. Ils étaient en train de me dire que c'était beaucoup trop savant. Oui, le gros problème de l'agriculture inspirée de l'agroécologie, c'est qu'elle est trop savante. Et aussi, on l'a vu, très artisanale, exigeant beaucoup de travail. C'est ça, la vraie difficulté. Voilà. Alors, mon optimisme, il est technique. Alors maintenant, si vous me demandiez si je suis politiquement optimiste pour que la France devienne vraiment leader en agroécologie, pour que les droits de douane que mettraient en place les gouvernements des pays du Sud servent bien à créer des chantiers à haute intensité en main-d'œuvre et redistribuer des revenus aux gens des bidonvilles pour qu'ils puissent acheter leur alimentation plus chère et faire en sorte que les paysans de leur pays n'aillent pas rejoindre les autres en bidonville, mais puissent vivre et travailler dignement au pays, nourrir leur peuple, etc. Si la question de mon enthousiasme et de mon optimisme, ça porte là-dessus, c'était là-dessus que ça portait. Eh bien, qu'est-ce que je vais répondre ? Eh bien, que je n'attends pas de savoir avant de rester mobilisé. Enfin, non, c'est pas... Et puis flûte, c'est vous qui êtes jeune. Moi, je suis jaloux. Je veux dire, je vous envie, la plupart d'entre vous ici, parce que vous avez encore toute votre jeunesse. Alors, allez-y, quoi. On va changer le monde. C'est pas un rêve. Vous voulez vraiment avoir une espérance de vie de 10 ans de moins? Vous voulez vraiment payer des impôts pour retirer les algues vertes? Vous voulez vraiment que les agriculteurs français soient stigmatisés pour tout ça? Vous trouvez... Ah non, on va changer ça. Mais sachez quand même que quand on sait qu'il y a des solutions techniques, c'est quand même plus facile à tenir. Le fait que je pense ne pas me démobiliser. D'abord, c'est peut-être parce que je n'ai pas vécu que des échecs dans mon métier. J'en ai quand même vécu. Je ne vous cache pas, convaincre les sandinistes au Nicaragua du bien fondé de l'agriculture familiale, je veux dire, j'ai reçu des claques. Enfin, pas seulement moi, mais je veux dire,
Parce que le socialisme, c'était quand même le capitalisme en différent. Enfin, je ne sais pas si c'était si différent, mais en tout cas, ça ne pouvait pas être familial. On ne pouvait pas faire confiance à des paysans familiaux, cutéreux, mal équipés. Non, l'idée qu'un jour ils puissent s'équiper, y compris l'agriculture française, les agriculteurs familiaux, ils sont équipés. D'ailleurs, c'est un peu à cause de cet équipement qu'ils ont trop spécialisé que c'est devenu trop industriel, on est d'accord. Mais dans beaucoup de pays d'Amérique latine, pour beaucoup, campesino, camponais, ça veut dire cutéreux, quoi. Non, aujourd'hui, paysan, c'est familial, ancré dans un pays qui connaît bien les vertus et les potentialités productives du pays de Bray, du pays de Caux, du pays basque, du pays... que m'importe votre pays, j'allais dire, mais il y a des potentialités productives. Faisons l'usage optimum, l'usage le plus intensif de ce qui ne nous coûte rien dans cet écosystème et le plus économe de ce qui nous coûte beaucoup en énergie fossile et en pesticides, voilà. Mais le seul fait que techniquement on sache qu'il y a des solutions, quand même, ça... Oui, et puis, mais même quand... Non, mais... Bon, on reçoit des claques et tout, je ne vous raconterai pas tout, mais quand j'ai vu le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, la France va devenir leader en agroécologie. Je me suis dit, enfin, un ministre qui reprend des idées qui sont les miennes. J'ai envie de dire, tant mieux. Alors, les premières rencontres avec Stéphane Le Foll, remarquez, c'était quand même pas mal sympa. Puis il a peut-être réussi à renégocier 2% pour les protéines, des aides du premier pilier, 1% pour le bio. Ça, franchement, je trouve que c'est epsilon. Bon, alors maintenant, c'est vrai, quand M. Stéphane Le Foll me dit on va être leader, la Bretagne, il y a trop d'azote, on va lui demander de produire du méthane, comme ça, avec le digestat azoté, ça ne rejoindra pas le littoral breton. Hein, en Bretagne, il y a trop d'azote, résultat, demandant à la Bretagne de produire du méthane, c'est-à-dire du carbone. Alors que, de tous les ministres que j'ai connus, j'en ai quand même connu quelques-uns, les prédécesseurs, c'est quand même celui qui connaît mieux les dossiers. Oui, il y a quand même des moments... Et alors, vous savez, hein, une fois qu'un ministre est enfermé par reddition face à des lobbies, et ben, le discours écologique, en disant « Mais attendez, vous n'y pensez pas, la Bretagne souffre d'un manque de carbone et d'humus dans le sol, il y a de l'érosion sur les sols bretons, surtout que le sol est à nu, c'est plus les prairies d'autrefois. On fait du maïs en Bretagne, je veux dire, plante tropicale. Comme ça, on importe du soja du Brésil. Je veux dire, alors... Évidemment, quand je dis non, c'est un déséquilibre carbone-azote, il faut revoir complètement la copie et fixer l'azote et le carbone dans le fumier d'abord, dans l'humus ensuite, et éviter que ça rejoigne le littoral et autres. Quand je dis ça, même sur un plan technique dans une réunion publique, je veux dire, M. Stéphane Le Foll ne va plus m'inviter dans ces réunions publiques. Je veux dire, quand politiquement, vous avez réussi à faire une reddition que vous ne pouvez plus faire marche arrière, même les discours techniques ne passent plus. Donc, vous avez compris ce qu'il vous faut faire. C'est quand vous rencontrerez un jour un ministre, soyez plus convaincant que les lobbies bourrés d'argent qui iront dire le contraire de ce que vous plaidez. Mais vous savez, ce n'est pas un métier inintéressant. Vous dire que moi, ça me déplaît de discuter avec vous, ce n'est pas vrai. Moi, me faire l'avocat d'une agriculture respectueuse de l'environnement, je n'ai jamais trouvé que ce n'était pas gratifiant. Donc, allons-y. Bon. D'autres questions, vite fait, s'il vous plaît. Sinon, j'apparaîtrai comme rêveur. Oui, je voudrais juste un complément d'ordre culturel. Qu'une grande partie de l'agriculture française se soit laissée appeler exploitant agricole était bien révélateur de la déculturation du milieu agricole. Et je vous assure que mes deux grands-oncles, petits paysans, 3-4 hectares, pas plus, 2 vaches. C'était une histoire d'amour entre eux et leurs 2 vaches. Et ils n'auraient jamais supporté de se faire appeler exploitants agricoles. Et c'était des gens, comme d'ailleurs beaucoup dans la Confédération paysanne, il y a beaucoup plus de paysans que d'exploitants agricoles parce qu'il y a beaucoup de paysans qui sont des gens cultivés et qui se seraient jamais laissés appelé cutéreux, parce que ça, c'est une propension de la culture française, c'est de considérer la paysannerie comme des moins que rien. Alors, vous avez noté que moi, j'ai employé le mot exploitation agricole quand je parlais des grands latifundiaires brésiliens, bien sûr. Il y a une question. Bonjour, donc je suis de Haïti. Donc, j'aimerais savoir, un pays comme Haïti, où l'agriculture n'est pas encore développée, comment est-ce qu'on peut en fait, pratiquer l'agriculture
familiale. Et une dernière question pour la soirée. Bon. Bonsoir. Quand vous parlez de la transition entre l'agriculture conventionnelle et biologique, enfin, vous faites une proposition pour redistribuer la PAC notamment. Du coup, ça veut dire que l'agriculture en France ou en Europe serait pas possible sans les subventions en général, même si c'est redistribué, mais on ne pourrait pas les enlever. Il y a peut-être une question déjà là-bas. On peut en prendre 4. Oui, bonsoir. C'est pour compléter un petit peu cette question sur la nécessité d'investissement que nécessitera cette transition dont elle parle. Donc déjà, un petit peu savoir combien ça va nécessiter. Et d'autre part, vous avez parlé notamment dans l'agriculture familiale qu'elle avait l'avantage de créer beaucoup de valeur ajoutée. Mais si on compare à l'agriculture latiminifundière, comme vous avez parlé au Brésil, elle a le désavantage d'avoir un taux de profit bien plus faible. Et donc du coup, la question, ça va être pour moi de comment, s'il y a une nécessité d'investissement, et là, j'ai pas trop de réponse par rapport à ça, comment faire pour attirer des investissements et des capitaux vers un secteur et une agriculture qui présente un taux de profit plus faible qu'une agriculture capitaliste ou d'autres secteurs. Voilà, ça pour moi, ça reste une question voilà, ouverte. Merci. Bien, alors je vais répondre. Alors d'abord, Haïti, j'y ai travaillé. Mais alors, si vous êtes à l'IRC ou vous êtes ici Place Viala, donc à l'IRC, vous demandez des conférences de Michel Brochet. Vous le connaissez pas, Michel Brochet? A beaucoup longtemps travaillé en Haïti. J'ai travaillé avec lui. J'ai travaillé y compris donc avec des anciens élèves de l'AgroParisTech haïtien qui étaient entre-temps devenus ministres de l'Agriculture, Philippe Mathieu et autres. Alors, techniquement parlant, pareil, hein, il est parfaitement possible de reboiser Haïti et de rendre Haïti productif à l'hectare. C'est-à-dire que techniquement parlant, le jardin créole, hein, donc ce qui est souvent le jardin verger aux abords de la maison, faire en sorte que ça puisse... Alors évidemment, c'est très lent. Je vous le dis tout de suite, surtout que vous êtes un pays déjà très érodé. C'est-à-dire que l'écosystème est déjà très largement détruit. Mais techniquement parlant, le fait qu'un jardin créole à l'hectare produise plus qu'un champ de sorgho monoculture, ça c'est déjà prouvé en termes de valeur ajoutée. Hein. Donc là-dessus, et c'est bien seulement l'agriculture familiale, malheureusement aujourd'hui minifundière, elle est de très petite surface du fait de la très forte densité de population. Mais comme en Haïti, on ne voit pas les emplois émerger en ville, hein, y compris au lendemain du tremblement de terre, l'idée qui était on ne parviendra à reconstruire Port-au-Prince que si on arrive à reconstruire, surtout que les gens étaient retournés dans leur campagne pour certains, de reconstruire leur agriculture sur place pour qu'ils ne soient pas une charge à l'égard de ceux qui les accueillent et puissent même devenir productifs dans le sens d'une évolution vers l'agroforesterie, il faut être très clair, c'est ça la voie qui permettrait à Haïti de retrouver une plus grande autosuffisance alimentaire. N'oubliez pas, moi j'ai connu Haïti, y compris à une époque très ancienne, excusez-moi, vous allez peut-être m'en vouloir, j'avais commencé à travailler, c'était encore Duvalier, n'empêche que c'est avec des résistants de l'époque et autres, je peux vous assurer. Alors, si un jour vous allez à Madian-Salagnac, justement, il n'y a pas si longtemps, il y a 1 an et demi, je suis retrouvé sur les lieux où on avait commencé à bosser et l'objet, c'était effectivement nourrir une population croissante sur des écosystèmes totalement déforestés et de voir un réembocagement. Et bien, je suis désolé, mais on le voit. Il y a des endroits, il y a des expériences qui réussissent. Alors, je ne vous raconte pas, et j'espère que ça vous sera raconté à l'IRC avec Michel Brochet et d'autres, l'ampleur du travail qui a été accompli dans cette région et qu'on ne voit pas nécessairement accompli partout ailleurs. Et c'est sans doute plus facile sur le plateau central que sur les mornes érodées de la péninsule du Sud. Mais les grandes plantations de canne à sucre qui ont fermé ou qui font plus que du clairin aujourd'hui, valeur ajoutée à l'hectare, très faible. Hein. Très très faible. L'élevage pastoral sur le plateau central, on en voit encore. Sur la plantation Dauphin, là où il y avait du sisal, l'élevage à la corde, c'est tout ce qu'il y a de plus extensif. Là, il y a des solutions techniques qui permettraient, avec une agriculture familiale, de gens qui travaillent pour leur propre compte, c'est-à-dire là où il y a encore
là où il y a encore les restes des dernières haciendas qui proviennent à la fois de la colonisation française et plus encore de l'occupation américaine, de la reconstitution, la Lascaux, etc., on peut encore, même en Haïti, il y a des lieux où je suis, en tout cas techniquement optimiste à coup sûr. Alors par contre, une agriculture familiale dans la plaine de l'Artibonite, si les conditions d'accès au foncier sont absolument insécures, c'est-à-dire si on n'est pas sûr, le fermier qui emprunte pour une saison, pour 6 mois, il ne va pas fertiliser une rizière si il n'est pas sûr d'avoir la rizière pour la saison d'après. Donc il y a, après, les conditions socio-économiques et politiques à réunir en Haïti pour qu'une agriculture familiale puisse assurer à la fois le reboisement d'Haïti en produisant davantage de calories, de protéines alimentaires à l'hectare. Si les solutions techniques existent, les conditions à réunir, j'en conviens, sont singulièrement importantes à réunir. Et il y aura notamment quand même éviter les importations à bas prix du riz Miami. Ça, je pense que vous n'y échapperez pas. Bon, j'en conviens, c'est pas très réjouissant parce que quand même, c'est beaucoup de choses, mais je connais quand même un grand nombre de jeunes Haïtiens qui œuvrent dans cette direction et vous avez parfois des mouvements associatifs aussi qui vont dans ce sens-là. Alors, je vais essayer de répondre aux 2 questions à la fois. La PAC, la redistribution, est-ce que notre agriculture est condamnée à percevoir des subventions? Et si c'est l'agriculture familiale qu'il faut promouvoir et qu'elle ne maximise pas le taux de profit, comment rendre accessible, faire en sorte que les investissements aient lieu? C'est un peu effectivement la même question. Alors, évidemment, moi, effectivement, l'idée que les agriculteurs doivent continuer de vivre de mendicité, de subventions, je trouve ça très désobligeant. Les agriculteurs ne l'avaient pas demandé. C'est vrai qu'à cause de combats politiques à l'OMC, etc., de reddition en reddition, on est passé d'une politique agricole commune qui était une politique par les prix à une politique de subvention directe, couplée, puis découplée, et qu'aujourd'hui, les agriculteurs vivent très mal de vivre de subventions, de plus conditionnées par des mesures décidées depuis Bruxelles pour tous les terroirs de 28 pays. C'est absolument insupportable. Il faut absolument mettre fin à ça et faire en sorte que les agriculteurs soient rémunérés en échange d'un produit, et d'un bon produit, et en échange de services environnementaux d'intérêt général, puisqu'ils rendent des services environnementaux d'intérêt général. Que les gens soient de nouveau droits dans leurs bottes, fiers de produire et fiers de ce pourquoi ils sont rémunérés. Ça, c'est vraiment une première condition. Mais la question était, oui, mais sur le marché international, est-ce que la France a quelque chance d'être compétitive s'il n'y avait pas ces rémunérations-là ou s'il n'y avait pas les subventions d'aujourd'hui? Ma réponse, elle est catégorique. Pour des produits standards tout venant, la France n'a aucun avantage comparatif. Les blés à 90 quintaux du Pays de Caux ne peuvent pas être compétitifs avec des blés ukrainiens ou russes. D'ailleurs, un grand nombre de céréaliers de Picardie n'envisagent plus d'agrandir leur exploitation en Picardie, ils s'agrandissent en Ukraine et en Roumanie. Davantage en Roumanie parce qu'il y a des primes à l'hectare alors qu'il n'y en a pas en Ukraine. Puis bon, l'Ukraine en ce moment, c'est pas simple. Mais ne vous y trompez pas, un grand nombre de céréaliers français ont déjà compris que la course au Club des 100 quintaux et le course à l'agrandissement en Picardie et prétendent être compétitifs sur les prix internationaux du futur. C'est vrai que les prix du blé sont momentanément élevés. Il y a des demandes en agrocarburants, il y a des demandes en énergie aujourd'hui multiples qui font que pour un certain temps encore, il y aura une rémunération assez élevée pour les céréales, j'en conviens. Mais un jour, les céréales françaises vont devoir s'aligner sur des prix internationaux. Et comme toujours, quand l'offre finit enfin par répondre, même quand c'est rigide, à l'accroissement de la demande qui se manifeste par un accroissement des prix, n'oubliez pas que c'est les plus compétitifs qui définissent les prix internationaux. Et les plus compétitifs, c'est les fermes de plusieurs milliers d'hectares en Ukraine et en Roumanie, où on n'en est aujourd'hui qu'à 30 quintaux. Passer à 40 quintaux. Et amortir un matériel sur des milliers d'hectares, c'est évidemment bien moins coûteux que d'accroître de quelques quintaux nos rendements sur une exploitation qui doublerait de surface en Picardie. Et d'ailleurs, un certain nombre, je vous signale, de céréaliers, d'ailleurs parmi ceux qui font le zéro labour et qui essayent d'économiser les coûts, ont parfaitement compris que le blé français compétitif, quand on s'alignera sur les prix internationaux ukrainiens ou russes, c'est des blés à 50 quintaux fertilisés par de la luzerne. Évidemment, la condition serait qu'il y ait des abattoirs, qu'il y ait de l'élevage pas trop loin, qu'on ne soit pas contraint de faire
des bouchons de luzerne déshydratée pour l'exporter vers la Bretagne. C'est vrai qu'il y a des verrouillages technologiques forts, et il faudra bien qu'on utilise les 9 milliards d'euros pour lever ces verrouillages technologiques. Ça, je ne suis pas pour qu'on augmente les subventions, je suis pour que ce soit sous la forme de rémunération et que ça permette aux agriculteurs de faire les nouveaux investissements et de répondre, et même les agro-industriels, de répondre aux investissements qui seront nécessaires pour cette transition en question. Mais la betterave en concurrence avec la canne à sucre, non. Le poulet doux en concurrence avec les poulets brésiliens, non. Y a les produits bas de gamme en France. Vous savez, les 2/3 de notre excédent de la balance commerciale, c'est déjà les champagnes, les vins, les spiritueux, les bons fromages. Et les bons fromages, alors je sais qu'on exporte de la vache qui rit au Vietnam, mais je veux dire, les bons fromages, c'est le comté, c'est ces fromages-là. Et le dernier tiers, c'est effectivement momentanément les céréales qui sont à un cours relativement élevé parce qu'il y a une demande en énergie assez forte en ce moment avec les agrocarburants. On est bien d'accord. Mais la France des terroirs, ses avantages compétitifs, ce n'est pas les produits bas de gamme. Et si on se lance sur les produits bas de gamme, à coup sûr, on aura besoin encore de subventionner notre agriculture. Voilà. Alors maintenant, comment drainer des capitaux pour une agriculture familiale, sachant que, de toute évidence, ces capitaux ne peuvent pas maximiser un taux de profit. Alors je vais vous dire, on ne fera pas de façon très différente de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Vous savez qu'il y a beaucoup plus de capital investi à l'hectare en Bretagne sur les granites roses, parce qu'il y a l'élevage laitier, il y a l'atelier hors sol, il y a éventuellement peut-être une culture maraîchère complémentaire que dans le bassin parisien. Il est évident que ce capital n'a été autant accumulé au kilomètre carré en Bretagne que parce que le Crédit Agricole donnait des crédits à taux bonifiés. Ça fait, dans pratiquement tous les pays du monde, France compris, que le Crédit Agricole, même s'il est passé par une phase Crédit Agricole mutuel, l'État a de fait bonifié les taux d'intérêt pour que les agriculteurs trouvent intérêt à acheter un matériel qui, sinon, n'amortirait pas le capital. Mais il est clair que jamais des capitalistes n'auraient fait de l'élevage laitier et des élevages hors sol aussi intensifs qu'il y en a aujourd'hui en Bretagne. Plus vous vous approchez d'une agriculture capitaliste, plus vous vous approchez vers une agriculture extensive qui joue plutôt sur la recherche de grande extension et d'amortir du matériel à vaste échelle. L'agriculture céréalière du bassin parisien étant une agriculture patronale un peu intermédiaire. Mais le capital investi à l'hectare et la valeur ajoutée à l'hectare sont de toute évidence bien supérieurs sur les granites roses que sur les limons profonds, ce qui est une affectation évidemment absolument pas optimale des ressources. Mais l'idée qu'une agriculture familiale, quand des gens empruntent, sont décidés à intensifier l'hectare, parce que c'est ça qui assure l'emploi en comparaison avec d'autres revenus du travail, c'est ça qui permet à une agriculture d'être productive à l'unité de surface. J'en conviens, pas à l'heure de travail, et pas le taux de profit. Donc, favoriser une agriculture familiale, écologiquement intensive, intensément écologique, je préfère dire aujourd'hui, eh bien, avec des prêts à taux d'intérêt bonifiés, comme autrefois, on devrait y parvenir. On va rémunérer les services environnementaux, on va rémunérer le bon produit par des contrats d'achat, et vous savez, si on était parvenu, parce que la réforme de la PAC, ça y est, elle vient d'être dictée, elle n'a pas retenu les propositions que moi j'ai faites, enfin que je n'étais pas seul à le faire, vous imaginez bien, mais on y serait parvenu, qu'est-ce que je voulais dire, on aurait quasiment des circuits courts de taille critique. Parce que dans le produit bio en France aussi, ce qui coûte cher pour la restauration, cette fois à domicile, pour rendre accessible un bon produit aux gens quand ils achètent pour la nourriture à domicile. Le prix du bio ou du produit inspiré d'agriculture écologique, comme il exige plus de travail, doit rester plus cher payé aux producteurs. Mais vous pouvez en diminuer les coûts de collecte. Pourquoi les Auchan et Carrefour préfèrent importer du lait d'Autriche ? Parce que la collecte primaire du lait autrichien est déjà organisée. Vous avez déjà 20% de producteurs bio, tous rassemblés dans un même bassin laitier. Donc la collecte primaire est circuit court et peu coûteuse. Et ensuite, pour Auchan, importer en gros volume du lait bio depuis l'Autriche, c'est moins coûteux que de demander à Biolay, dans le département, d'aller chercher du lait à l'est, au nord, à l'ouest et au sud du département. En France, on a un coût de collecte des produits bio tant qu'on est trop peu nombreux, beaucoup trop élevé à l'unité de poids ou de volume. Donc si on pouvait relancer, ou lancer tout court, cette agriculture inspirée de l'agroécologie, via la restauration collective, assurer un marché croissant, un marché stable, les gens se convertiraient et il y aurait
j'aime pas le mot convertir, ça fait très religieux. Hein, justement, il faut sortir le débat du bio d'un débat sectaire. Hein. Moi, c'est l'agroécologie que je défends, hein, c'est la photosynthèse que je défends, c'est des protéines végétales produites en circuit court que je défends. C'est aussi un peu le fumier, j'en conviens, c'est des choses de ce genre. Mais le faire, on aurait déjà des petites centrales d'achat sur lesquelles viendraient se greffer les Biocoop, les A-Nature et autres. Et là, on arriverait à réduire le coût d'accès du bio à des couches modestes quand ils veulent acheter un produit bio à domicile. Mais n'oubliez quand même pas que ce produit bio, le jour où on réussirait la conversion, ce lait bio en question nous coûterait moins cher que le lait pas cher d'aujourd'hui qui nous oblige à payer des impôts. Oui, c'est vrai que l'idée de réinternaliser dans le prix du produit la qualité du produit, et si on ne peut pas internaliser dans le prix du produit tous les bienfaits environnementaux, eh ben on rémunère les bienfaits environnementaux par une espèce de négociation, de marchandage, tel que je l'indiquais tout à l'heure. Mais le système de crédit à taux bonifié, c'est déjà la reconnaissance depuis très longtemps que le capital ne s'investit pas spontanément dans l'agriculture. Les quelques exploitations capitalistes qui existent dans le monde, c'est beaucoup de surface, mais ce n'est pas un très grand nombre d'exploitations. C'est très souvent, quand vous avez d'énormes surfaces, qu'on peut amortir avec la monoculture. Et là, c'est très destructeur, évidemment, du taux d'humus, c'est très destructeur de l'environnement et des équilibres écologiques. Voilà, je ne sais pas si je réponds bien aux questions. Mais non, on ne manque pas de ressources, 9 milliards d'euros, on ne manque pas de savoir-faire en crédit agricole, on ne manque pas... Je trouve que ce qu'on manque, c'est un petit peu de volonté politique. Voilà, donc je ne sais pas si je vous laisse... Il y en avait un jeune qui demande depuis longtemps, je ne sais pas s'il a encore envie. Donc on arrive à 2 heures de conférence, donc peut-être que tout le monde a envie de souffler. Donc je propose qu'on arrête ici le jeu de questions-réponses. Et après, Marc Dufumier a emporté des livres, donc si vous voulez venir avoir une dédicace de lui, venir acheter ses livres et par la même occasion lui poser des dernières questions, je vous invite à le faire. Et je vous remercie encore à tous d'être venus. Et je remercie du coup Marc Dufumier d'être venu. C'était très intéressant. Et merci au Carré qui nous a permis d'organiser cette conférence.